Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, ou bonjour à tous, bonjour à toutes si vous nous écoutez en podcast. Bienvenue dans Tailgate, le live et le podcast ELF des équipes de The Playoff. On se retrouve après non pas la 5e semaine de compétition des Mousquetaires puisque ils étaient en repos. Mais nous on se repose pas. Nous ne sommes pas genre à prendre du repos au bout de 4 petites semaines. Bon, c'est aussi parce que nous on est moins blessés qu'eux, on est moins fatigués qu'eux, hein, on va pas se le cacher non plus. Donc on a décidé d'être là pour pouvoir parler de tout ce début de saison. Des Mousquetaires dans un premier temps, mais aussi du début de saison en général en ELF, puisque comme il n'y a pas eu de match des Mousquetaires à débriefer, on va pouvoir parler un petit peu de ce qu'on n'a pas le temps de parler d'habitude, à savoir le reste des équipes. Avec moi aujourd'hui, mon Wake. Salut Wake, comment tu vas ? Salut mon Flav, salut Jus, ça va très bien, salut le chat, pour ceux qui nous écoutent, qui vont nous suivre dans le chat, et ceux qui vont nous écouter demain matin. Donc, salut les auditeurs, faites attention sur la route, pas de bêtises. Voilà, surtout pas de bêtises, conduisez prudemment et ne bondissez pas à chaque bêtise que dira Wake, parce que sinon vous risquez de perdre évidemment votre permis avant la fin de l'émission. Bon, Jules est avec moi, salut Jules, comment tu vas ? Salut tout le monde, ça va bien. Julien de Spring Football News, bien évidemment, Wake One. On te suit sur tous les réseaux. Wake. C'est ça, vous tapez Wake, normalement, vous allez tomber sur mon gros crâne. Voilà. Sur ma grosse tête. Ce sera très bien. Évidemment, vous dans le chat qui nous écoutez, n'hésitez pas si vous avez des questions à poser sur notre ressenti, sur le début de saison des Mousquetaires, sur le LF. On est là pour y répondre pendant cette petite heure qu'on va passer ensemble. Alors on va commencer en débriefant donc non pas le match mais le début de ces 4 premières semaines, 4 premiers matchs des Mousquetaires. Mon Wade, je vais commencer par une question très simple. Si tu as un mot pour résumer le début de saison des Mousquetaires, c'est lequel ? Oh là, chaud. C'est chaud, hein. Ça commence bien, hein. Ça commence fort. Un rebondissement. Un rebondissement. Ça fait 2 mots, mais bon, on va te le valider. Ouais, mais le A, c'est une préposition, c'est pas vraiment un mot. C'est bon. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous allons vous apprendre un mot. C'est comme Eric et Ramsey à la grande époque. Mon Jus, toi, un mot pour le début de saison des Mousquetaires. Un mot. C'est dur, hein, parce que là, déjà, par seulement 4 semaines, on a vu pas mal de choses qui nous ont fait douter, mais qui ont été aussi intéressantes. Donc, je sais pas, je veux dire résilience. On a eu tout, c'est vrai, dans ce début de saison. On a eu de la déception, on a eu des matchs perdus sur le fil, on a eu des grosses satisfactions. On est passé par à peu près tous les états en 4 semaines déjà. Je sais pas ce que va nous réserver le deuxième et troisième tiers de cette saison, puisqu'on a des qu'au premier, mais en tout cas, le premier tiers a été particulièrement, difficile nerveusement. L'entrée dans la ligue, après la off-season que tu as eu, il y avait de quoi se poser des questions. Mais après, sur le plan sportif, j'étais moins inquiet que, on va dire, les off d'intersaison. Et souvent, justement, l'équipe a montré qu'il n'y avait rien qui perturbait les joueurs et que peu importe ce qu'il y avait, on te fait jouer dans n'importe quel stade, ils étaient chauds. On était rassurés à ce niveau-là. Oui, ça c'est clair que là-dessus, on n'a pas été, déboussolés. Le 2-2, donc on rappelle un 2-2, 2 victoires, 2 défaites, une victoire contre le Surge de Stuttgart, c'était 6-0 en deuxième semaine, une victoire contre le Rheinfire 31-7, c'était au Rheinfire et c'était en semaine 4, et 2 défaites, 15-17 face au Rheinfire en semaine 1 et j'ai même plus le score contre Francfort, 29-27, 27-29. 27-29, voilà, c'est ça. Sur un dernier fil de la dernière seconde. Semble une anomalie à l'heure actuelle, au final. Qui semble un peu une anomalie, mais on va y revenir. Ce bilan de 2-2, pour toi, Jus, est-ce qu'il est satisfaisant ? Est-ce que en début de saison, avant le début de saison, tu t'es dit, bon, on peut s'attendre à ce qu'il y ait 2-2 à ce moment-là ? Ouais, là, surtout sur la première partie de saison où le calendrier il est quand même chaud. À position, t'aurais espéré ne pas prendre des défaites pour être à l'aise. Mais au moins, je pense que là, t'es bien lancé. Il y aura moins de défaites sur les prochaines semaines. Là, justement, post-bye week, avant de jouer les Vikings le 13 juillet, franchement, les prochains matchs sont tous quasiment prenables.
Donc là, on espère une série de victoires qui va justement remontrer peut-être une autre facette de l'équipe avec ce roster 2025. Mais non, au moins là, on est bien dans le classement pour commencer à grimper dans la division, parce qu'il faut pas prendre trop de retard. Parce que rien que là, je regardais justement le classement de tout à l'heure, rien que les équipes qui vont jouer les playoffs, gratter les places de wildcard, ça va être chaud dans quelques semaines. Et là, il y a déjà la moitié de la ligue qui a pris des bye weeks. Après, tout le monde est en repos en semaine 12. Et puis après, c'est boucherie générale jusqu'à la fin de saison, quoi. Ça, au niveau des bye week, on s'en tire plutôt bien cette année. On en avait parlé dans le live d'avant-saison sur le calendrier global des Mousquetaires, puisque contrairement à l'an dernier, on avait eu des bye week un peu imposés aussi par l'obligation des Jeux Olympiques à Paris. Là, on a une bye week en semaine 4, une bye week en semaine 12. Donc en gros, on fait 4 matchs, ensuite on va en faire 5-6, et ensuite on en aura encore 2 juste après. Donc c'est plutôt bien équilibré. Ça permet de soigner les bobos quand il y en a, et ça permet aussi de ne pas avoir des semaines de repos trop rapprochées pour vraiment faire une dynamique. Même question, toi, mon Wake, si en début de saison, au bout de 4 semaines, on t'avait dit on aura un bilan de 2-2, est-ce que tu te serais dit c'est plutôt fidèle à tes attentes? Alors, en vrai, la défaite du Surge, je la voyais. Enfin, la victoire contre le Surge, je la voyais pas forcément, tu vois, en début de saison. Si on me disait, bon, quelle défaite, voilà, contre quelle équipe tu risques de perdre en début de saison, je dis, bon, bah, le Surge, puis c'est un match. Donc, surtout en début de saison où t'es pas forcément rodé. Donc, en fait, le bilan de 2-2 me choque pas. Mais une fois avoir joué les matchs, tu te dis, on doit être à 4-0. En vrai, 4-0 n'aurait pas été choquant, mais au moins 3-1. Au moins 3-1. Ouais, au moins 3-1. Il y a cette défaite notamment contre Francfort, mais c'est vrai qu'au regard maintenant du Rainfire, de ce que ça a donné, on sait qu'il y a eu beaucoup de remous. Hein. On va pas en revenir en longueur sur Tom Sula qui est parti, etc., etc. Mais c'est vrai que maintenant on se dit peut-être que même le premier match était prenable, quoi. Ça s'est joué à rien, hein, d'ailleurs. Hein. Ça s'est joué à une conversion à 2 points qu'on a manqué. Du coup, il n'y a pas eu égalisation. On aurait très bien pu égaliser aussi dans cette rencontre-là. Donc voilà, c'est vraiment. On a l'impression que 2-2. Moi, je regardais les podcasts de nos amis sur le LF Live avant le début de la saison. Matt Bressington, etc. donnaient 2-2. En bye week pour les Mousquetaires, mais généralement ils avaient donné soit une défaite contre le Surge et une contre le Rainfire, soit 2 défaites contre le Rainfire. C'était voilà, il y avait 2-2, mais pas avec la défaite contre Francfort. Bon, ça personne ne l'avait venir, celle-là. Le bilan est le même, le bilan est le bon, mais c'est pas contre les bonnes équipes qu'on a perdu. Bon, voilà, ça c'est toujours quelque chose de délicat. Bon, pour l'instant, on est à 2-2, rien n'est gagné, rien n'est perdu. Comme l'a dit Jus, hein, dans la saison, on parlera des autres équipes de LF après. C'est encore très très ouvert pour les places de qualification en play-off. Si mon Wake, tu devais trouver... allez, on va commencer par le plus facile. Le gros point fort de cette équipe des Mousquetaires. Un seul, en ce début de saison. La défense. Eh ben oui, forcément. Quoi d'autre Alors, bon, quand tu fais 0 points contre le Surge et à domicile et tu encaisses 7 points face au Rainfire à l'extérieur, sachant qu'en vrai, tu peux très bien encaisser 0 points contre le Rainfire aussi lors du deuxième match. Voilà. Bon, je suppose que Jus, tu vas pas aller contre Wake sur ce sujet-là. Non, je suis d'accord, défense aussi. Les résultats sont déjà très, très encourageants, quoi. On aurait pu croire, tu vois, qu'avec quelques reworks qu'il y a eu dans le roster, mais non, on a su justement consolider encore plus et il n'y a pas de souci, on a top défense de la ligue. Je vais vous faire encore plus dur, vous êtes prêts? Donc, dans cette défense qui est le point fort, le numéro 1, le joueur point fort de cette défense depuis le début de la saison. Assez dur, hein, il a préparé des questions. Jacques, quand même, Digan, ça reste maintenant, tu vois, un des piliers de cette défense qui fait qu'elle s'est jouée intense, physique. Peu importe ce qui se passe, faut jouer ton match. Et t'as un gars qui arrive comme Suleiman, qui est déjà aussi un gars avec expérience, qui sait aussi à quoi s'attendre justement en jouant avec des mecs comme Digan à ses côtés. Tout le monde, justement, moi le premier, j'avais peut-être des attentes sur les squads de linebacker. Au final, franchement, pour l'instant, ça va. Hein, tous les escouades ont répondu présent. Il y a juste ce match un peu bizarre contre Francfort où on se fait un peu ouvrir à la passe
Et ouais, au final, je pense que ça va jamais se reproduire si on couvre bien la passe sur les prochains matchs. Et là, et justement, il y a des équipes qui disent, ah, Paris, on pourra peut-être les avoir encore dans certains domaines. Et ils vont se rendre compte que tous les domaines en défense, c'est top, top de la ligue, quoi. Ils vont se rendre compte que le seul moyen de nous avoir en défense, c'est que le PSG gagne la Ligue des Champions la veille. C'est le seul moyen. Et malheureusement pour nos copains de l'ELF, de toute façon, ça n'arrivera plus d'ici la fin de saison. Donc, vous pouvez faire une croix sur cette idée-là du côté des autres équipes. Stéphane nous dit Souleymane Karamoko, le point fort de cette défense parisienne. Il est 3e, je crois, enfin avant cette semaine de compétition, il était 3e en nombre de plaquages dans la ligue, si je dis pas de bêtises, Souleymane. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, pour toi, s'il y avait un joueur point fort dans cette escouade défensive, si tu devais en ressortir qu'un, c'est terrible ce que je te demande, je sais. Non, ouais, c'est parce qu'en fait, tu vois, Digan, Kedel King, ils profitent du boulot aussi de la ligne défensive. Tu vois, et sur la ligne défensive, ils ont été très très bons dans ce début de saison. Donc c'est pas forcément tu peux pas en tirer un sur la ligne défensive. Donc c'est pour ça qu'après, tu te replies sur les linebackers et les DB. Et c'est vrai que Souleymane Karamoko, il est impressionnant de par sa capacité à plaquer, de sa capacité à couvrir aussi. Donc non, ouais, moi je dirais Souleymane Karamoko. Je suis d'accord avec Stéphane. Et c'est vrai qu'on a eu des joueurs qui, au moins une fois dans la saison, mais souvent à plusieurs matchs, ont réussi des très très belles performances. Je pense à Edrich Jean-Alphonse contre le Surge. Je pense à Souleymane Karamoko à plusieurs reprises, Amir Kilani qui a aussi fait des très très bonnes parties. Bref, c'est vrai que c'est très difficile d'en sortir un actuellement, de se dire bon bah voilà, lui c'est la personne que si on le perd dans notre effectif défensif, la défense ira moins bien. C'est vraiment un espèce d'ensemble, et j'inclus même des remplaçants qui parfois entrent sur certains snaps et qui permettent de garder cette excellence défensive de la part des mousquetaires. Forcément, si le point fort c'est la défense, le point faible c'est l'attaque, mais est-ce vraiment un point faible? Alors, on en revient au débat qu'on a eu avec Jalen Anderson la semaine dernière. Si vous n'avez pas écouté le podcast, je vous invite à aller le réécouter. Est-ce que vraiment on peut considérer, Jules, que la défense de Paris est une faiblesse? Que l'attaque, de Paris est une faiblesse? La défense, on sait que non. Non. Après, non, justement, parce que quand tu regardes ce qui compose ce roster, tu veux pas dire qu'il y a de la faiblesse. T'es pas en manque de profondeur. C'est que t'as des joueurs forts. Déjà, on l'expliquait la semaine dernière, c'était le temps que ça clique. C'est ce qu'on s'attendait aussi, c'est que ça clique, parce que de toute façon, il y a eu quand même des gros changements, surtout du côté de l'attaque cette saison. Et là, tu sais que tu vas avoir des gars comme Anthony Mangou qui vont être à 100% bientôt. Et le jeu de passe qui va se développer. Tu sais que tu as un très bon jeu au sol. Il y a un très très bon jeu au sol qui je pense, qui est même pas encore au maximum. Et le reste va suivre. Donc là, non, franchement, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Après, ça va être jouer un football propre, éviter les flags. Ça peut être aussi pour le special team ne plus avoir des problèmes de position en offrant des positions avantageuses contre des équipes comme Vienne. Il va falloir se concentrer justement sur des détails et sur les grands matchs, quoi. Toi, je sais, ouais, que t'es pas inquiet du tout par cette attaque des mousquetaires. Tu l'as jamais été d'ailleurs, même après les 2 premiers matchs. Non, mais tu as toujours soutenu la thèse comme quoi c'était juste une question de temps. Et pour l'instant, ça te donne raison. Faut bien le reconnaître pour une fois que t'as raison. T'as vu, je suis beau joueur, je reconnais. T'es un peu obligé, j'ai envie de dire. Je suis obligé, effectivement, mais je fais ce que je veux, mais je suis obligé quand même. Et la question c'est, est-ce que pour toi, admettons que ça y est, le déclic a eu lieu, ça va continuer à performer, est-ce que on peut considérer Paris finalement comme l'une des meilleures attaques aussi de la Ligue? Ouais, il faudra confirmer. Est-ce qu'il y a le potentiel pour? Oui, clairement, on a le potentiel pour. On le sait depuis la création de la franchise que on a au niveau des receveurs un excellent corps de receveurs. Sachant que quand tu comptes au tout début, comment il s'appelle, notre ami Hugo Tekedam ne jouait même pas receveur lors de la première année, il n'a joué que lors des tout derniers matchs. Ça fait à peine 1 an, donc un peu plus d'1 an qu'il joue receveur.
Donc, il a une marge de progression énorme, alors que c'est déjà statistiquement notre meilleur receveur cette saison. Austin Mitchell qui apporte sur les special teams et dans le slot. Anthony Maungu qui va revenir à 100% comme l'a dit Julien. Rémi Berthelin qui est toujours très important chez Cousso, etc. On a vraiment un excellent corps de receveur. Donc potentiellement déjà à ce niveau-là, j'ai du mal à trouver une équipe en Europe qui a un meilleur corps de receveur que le nôtre. Je parle au niveau depth, enfin, comment on dit ça en français? Oui, effectif. Profondeur. Après, avec nous, c'est pas mal aussi. Profondeur, disons. Tu vois, on a compris en anglais. On a énormément de profondeur au poste de receveur. On a de bons running backs. Nicolas Kanda et Chris Wumbo font partie des très bons running backs en Europe. Sanka, quand il a besoin, il peut apporter aussi sa pierre à l'édifice. Tu vois, tu te dis, et tu y ajoutes le meilleur quarterback de la GFL sur les 2 dernières années. Bon, forcément, tu te dis, ouais, l'attaque, elle a le potentiel pour être la meilleure attaque de la ligue. Surtout si, et là c'est vraiment la condition, si la ligne offensive continue sur sa performance qu'elle a fait contre le Rheinfire. C'est ça, c'est qu'il faut une ligne offensive qui continue, mais on voit en fait, bizarrement non, ça n'a rien de bizarre d'ailleurs, la progression de l'attaque suit la progression de la ligne offensive. Depuis que la ligne offensive tient mieux, forcément, comme dirait l'autre, et oui Jamy, ça va mieux au niveau de l'attaque des mousquetaires. Est-ce que vous êtes un peu déçu parce que je dis ça parce que j'ai eu la remarque dans mes DM, c'était ce week-end. Est-ce que vous êtes un peu déçu par les performances d'Austin Mitchell? Je pense qu'il a quand même, tu vois, un rôle qui change un peu cette saison. Et tu vois, quand Wade qui disait, bah, toi, la première année, tu n'avais pas Hugo en receveur, tu avais Kyle Sweet, qui a une connexion Kyle Sweet avec Edwards qui était là, on va ressortir. Imagine si tu mettais Hugo niveau receveur à ce niveau-là, déjà l'attaque aurait été dingue à l'époque. Mais donc, non, justement, toi, il y a des changements. Après, toi, les receveurs américains dans toutes les équipes, ils sont pas forcément des mecs qui vont t'aligner 150 yards et 2 touchdowns par match. Et je pense que justement, il est dans un rôle un peu comme ça qui change. Il n'y a pas tout quand même. Moi, je pense que justement, la courbe de progression en attaque, elle est énorme parce que pour l'instant, on n'a rien vu encore de la profondeur du jeu de passe. Et c'est justement le fait que tu as de la profondeur dans l'effectif qui te débloque des situations. On l'a vu justement quand tu as Kevin Mwamba cette année qui fait des catchs absolument clutch sur des downs importants. Donc il y a beaucoup de choses qui ont changé. Tu vois, Florian Larose, Tyden et tout, il met son touchdown. C'est que sa deuxième réception là quand il met son touchdown. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais pour Austin, c'est sûr qu'on sait ce qu'il a fait l'année dernière. Ça serait bien de pouvoir en bénéficier de trucs comme ça. Mais il n'y a pas de souci. En fait, on fait la même chose avec Hugo Tegedam, tu vois. Donc, et avec Anthony Maungu, là, si on sait qu'il récupère un niveau genre de ce qu'il a fait à Rheinfire, tu vois, des saisons proches de milliards, enfin, tu dis, bah ça y est, t'as trois cibles et tout, ça va se développer, quoi. Ouais, j'en parlais à quelqu'un, il me disait, mais en fait. Donc tu tairas le nom parce que tu connais tout le monde. Non, mais la source mystère. Non, je parlais à quelqu'un, il se reconnaîtra, un homme mystère, qui me disait, mais en fait, on n'a même pas besoin de receveurs américains. Ah oui, toi, tu es, comment dirons-nous, tu es partisan de ne pas forcément avoir un receveur américain, mais d'avoir potentiellement, disons, quelqu'un sur la ligne offensive ou tu peux prendre un O-line, tu peux prendre un running back éventuellement américain, mais en vrai, vu le on a déjà du très bon. C'est vrai, mais tu vois ce que je veux dire. Mais je suis d'accord avec toi que ça pourrait être une opportunité. Tu vois, à dire ce QB, ce duo QB receveur américain justement que tu as en ELF pour dire bon si t'as pas ça, le niveau est un peu faiblard. Tu vois justement les zone runners là qui n'ont pas leur QB américain pour le moment. Bon, ils ont Matejidus qui est pas mal, mais ils ont fait venir un deuxième receveur américain pour aider le quarterback homegrown. Donc en fait, t'es quand même chez Paris dans une situation qui te permet de te dire est-ce que justement tu pourrais pas gagner la plupart de tes matchs sans ce receveur et exploiter un slot américain dans une autre position, peut-être, tu vois. Après, à la décharge, excuse-moi Flav, mais à la décharge de Mitchell cette saison, alors déjà contre le Rheinfire, il a eu un petit pépin physique, puisque quand on regarde le match, il est sorti dans le deuxième quart-temps, je crois. À sa décharge, Austin Mitchell est arrivé très tard cette intersaison. C'est vrai. Il est arrivé au mois de mai. Il n'était pas là en avril, il est arrivé au mois de mai. Donc lui a vraiment pris encore plus de retard que les autres
hein, en termes d'adaptation au nouveau cahier de jeu, au nouveau système, au nouveau coaching, etc. Donc tout ça, il faut prendre en compte. Il a aussi besoin de s'acclimater parce qu'il n'a pas pu le faire en même temps que les autres. Donc ça, c'est à prendre en compte sur les performances d'Anthony Mitchell. Il ne faut pas juger le joueur sur les 4 premiers matchs de la saison parce que lui, il est encore arrivé plus tard que les autres. Donc peut-être que sa période d'adaptation va être prolongée un peu plus au cours de la saison. Et comme le disait Stéphane dans le chat, il y a aussi le fait que effectivement il était cible prioritaire avec Zach Edwards et que il faut le temps qu'il s'adapte aussi au nouveau quarterback à Jason Anderson. Il y a aussi le fait que les défenseurs le connaissent hein, maintenant en ELF et le quadrille encore plus que la saison dernière. Comptez le nombre de kick-off qu'il a eu la chance de retourner. Il y en a très peu hein, cette année. Hein, vous regardez, parce qu'on est tombé contre des très bons kickers, hein, que ce soit du côté du Renfire ou même du côté de Francfort. À l'aller, hein, quand il y avait Sébastien Van Santen pour le Renfire, c'est des gens qui sont capables de balancer en touchback sans aucun problème. Tu vois. Donc forcément, ça réduit son impact aussi sur les retours de coups de pied, etc., etc. Je propose qu'on bannisse quand même 2 minutes Julien de ce podcast, puisqu'il a osé mettre dans la même phrase les Entroners et les Mousquetaires, chose qui ne se fait pas. Hein. Non, mais c'est juste pour comparer justement leur recrutement. Non, par contre, j'ai regardé une bonne partie du match des Entroners. Alors, pour des raisons. Alors ça par contre, ça mérite une médaille. Ça, bravo. Ça l'a moins dit parce que je les regarde, hein. Je les regarde les matchs des Entroners. Hein. Non, pour le coup, j'ai regardé. Non, mais après, j'avais. Je peux grâce le dire, grâce à mes codes DAZN en plus. Oui, grâce à tes codes DAZN. Mais est-ce que je peux le dire, Flav, que c'est parce que j'avais parié sur le match? Oui, alors tu peux le dire. Tu peux dire que c'est aussi que tu paries sur Unibet et qu'il y a un code promo de The Playoff. Non, mais alors j'ai pas dit sur quel site. Hein. Non, mais moi je le dis. Ah, oui, pas de. Et tant qu'on en est à citer nos partenaires, on salue nos amis de DAZN puisqu'ils ont signé un contrat publicitaire avec nous. Donc voilà. Ah, parfait. Je salue DAZN également. Voilà. Bref. Ouais, donc non, j'ai regardé le match et c'est vrai que le quarterback dont je ne saurais dire le nom. Matégidus. Alors certes, il lance un pick six, je crois, mais mis à part ça, il n'a pas été si mauvais que ça. Franchement, pour le coup, j'ai été agréablement surpris. Après, c'est Thunder en face, c'est Berlin en face. Hein. Oui, le défense de Berlin. Il jouait où avant Egedus, Jus? C'est un quarterback hongrois. On l'avait vu en CEFL, non? Il avait joué il y a un moment, je pense, en D1, il devait être backup chez quelqu'un. Et il a joué en CEFL l'année dernière, mais je sais plus pour qui. Je me souviens. Je sais qu'il a fait un match CEFL l'année dernière. Il avait fait un match impressionnant, mais je sais plus chez qui. Voilà. Bon, bref. Bon, on va retrouver ça. Mais il y a du niveau hein, chez le quarterback. Comme Grand, regarde, les Sea Devils, là, ils ont déjà pu Tagovailoa. Donc là, ils en mettent Moritz Mack. Moritz Mack, c'est un bon quarterback allemand. Et justement, au final, à quoi ça servait de faire venir Tagovailoa si en fait, ils savaient qu'ils allaient reprendre Michael Leon dans 2-3 semaines. Enfin bon, c'est un autre sujet encore, mais bon. Oui. On va parler juste rapidement pour clôturer ce chapitre mousquetaire avant de parler, puisqu'on a commencé à parler des autres équipes. On va quand même parler un petit peu du match de la semaine prochaine. Dimanche 16h30 à Bondoufle, ce sera face à Francfort. Match revanche, on se rappelle tous du match aller, le fameux 29-27 crève-cœur. S'il en est, peut-être que ce sera un match d'ailleurs qui coûtera très très cher en fin de saison quand il s'agira de faire les comptes, mais nous en sommes pas là. Est-ce que pour toi, Waïk, ce match contre Francfort, c'est un vrai tournant dans la saison? C'est-à-dire que si là Paris gagne, il tourne notamment, enfin il passe à 3-2, donc en bilan positif avec un calendrier sur les 2 prochaines semaines après qui est réputé favorable, puisqu'on jouera Cologne et les Mercenaries. Mais à l'inverse, s'il y a des défaite, ça peut vraiment compliquer énormément les choses. Donc, est-ce que pour toi, c'est l'un des matchs pivots de cette saison? Ouais, même au-delà du calendrier qui reste. Juste pour le principe, tu ne peux pas te permettre de perdre 2 fois contre un adversaire de division. Donc oui, ce match-là est un match charnière pour le reste de la saison, parce que tu dois effacer un non-match au match aller, quoi. Donc, tu as une défaite que tu ne devais pas avoir face à une équipe qui semble être inférieure. Maintenant, il va falloir le prouver et le prouver en y mettant la manière. C'est ça. Au-delà du score, on t'attend
plus que le score. Ouais, j'attends Du résultat. Il y a le résultat, t'attends Ouais. plus. Voilà. Ouais, donc Attends, j'attends une totale domination du début à la fin. Là, je pense que moi, ce que je veux voir, c'est que le Galaxy n'existe pas. 0 point. Comme un peu ce qu'ils ont pris. J'attends une performance comme celle du Nordic Storm face à Francfort, justement. Ouais, on va en reparler juste après. Ouais, parce que pour remettre en contexte le 35-0 du Nordic Storm contre le Galaxy, apparemment, c'est une info, c'est même pas une rumeur, parce que pour l'instant, il y a beaucoup justement de gens qui en parlent. Mais le Galaxy, donc, qui était en voyage chez le Storm pour jouer chez eux, tous les joueurs ont été intoxiqués alimentairement à l'hôtel le matin du match. Eh bien, c'est peut-être une chose à faire. Est-ce que vous avez l'adresse de l'hôtel? Est-ce qu'il y a un hôtel à Bondoufle où les joueurs de Galaxy si les gérants du Parce que apparemment une grosse partie du roster était en PLS à cause d'une intoxication alimentaire. Alors, j'ai personnellement résidé au Novotel d'Evry lors du match que j'ai fait à Bondoufle. Si c'est là-bas que va le Francfort Galaxy, je leur passerai un petit coup de fil à la réception pour leur dire. Il y a des spécialités alimentaires à Bondoufle à goûter. Voilà. Ça peut être une tactique comme une autre, évidemment. Mais ouais, non, il faut rebondir toi sur eux, très mauvaise opération. Puis tu dis, non, en fait, là, t'as envie de te venger. Et ouais, si tu peux, tu les mets à 0 point, quoi. Ce serait l'idéal. Ce serait l'idéal, ne serait-ce que pour cette division, parce qu'encore une fois, c'est une division qui, de toute façon, on peut pas se permettre d'être troisième si tu veux te qualifier. Ça, tu peux même pas y croire. Donc, faut aller chercher la deuxième place minimum, qui jouera très fort probablement contre le Galaxy. Je vois pas les colonnes Centurion revenir du Diable Vauvert. Pourquoi tu dis ça? Ils ont pas la capacité de roster. On va y revenir. On va parler des pires équipes de la Ligue après. T'inquiète pas. On reviendra au sujet des Centurions dans quelques minutes. Non, mais voilà, c'est vrai que là, on a quand même... Platzgommer avait fait un gros travail à l'aller en première mi-temps. Il a été parfaitement contenu contre le Storm. Hein. Je n'ai pas ses stats là sous les yeux, mais c'est moins de 50 yards, je crois, de mémoire. Sinon, s'il avait été intoxiqué... Oui, ils ont tous été malades, c'est vrai, j'ai oublié ça. Ouais, moi... 6 courses, 43 yards, donc bon, moyenne de 7 yards. Ouais. Alors il y a eu aussi, je sais pas si vous avez vu dans ce match entre le Nordic Storm et Francfort, ce magnifique appel de l'arbitre qui explique qu'il y a eu un ballon qui a été, c'est Kevin Chaya qui perd le ballon, qui est récupéré par la défense du Storm, qui ensuite repère le ballon, qui est récupéré par l'attaque de Francfort. Bref, c'est double fumble sur la même action. C'est ça. Et je joue première et 10, c'est ça qui est génial. Voilà. Et le mec, l'arbitre, il est mort de rire rien qu'au moment où il commence à faire l'annonce. Là, tu vois, ça se dit, va falloir que j'explique ça, moi. C'est quand même quelque chose. Bon, 16h30, donc on l'a dit, dimanche 22 à Bondoufle, le match entre les Mousquetaires et Francfort. Alors, j'ai une petite annonce à faire de la part du Edo 3000. Si vous voulez devenir la mascotte des Mousquetaires, n'hésitez pas. Hein, vous allez sur Paris Football Team, sur Facebook ou sur Instagram, bref, vous allez sur l'une des pages des Mousquetaires et il y a un petit formulaire à remplir pour devenir la prochaine mascotte. Donc n'hésitez pas. J'avais proposé à Wake de le faire. Bon, il a essayé de se faire payer en melt et bon, ça visiblement il n'y a pas eu d'accord. Il n'y a pas eu d'accord qui a été trouvé parce qu'il coûterait beaucoup trop cher, hein, bien évidemment. On rappelle que Wake, quand on l'a envoyé du côté du Rainfire, hein, il nous a fait une vidéo derrière de 4 minutes en parlant 3 minutes 25 de nourriture. Donc bon, c'était assez... Mais en même temps, Flav, quand tu fais un déplacement, il est très important de bien se nourrir. Et notamment de sandwich aux rosettes le matin. Et oui, et pensez à son estomac pour ne pas avoir à utiliser les toilettes dans les aires d'autoroute. C'est très, très important. Et ça, on ne donne pas assez de conseils à ces gens. Moi, je suis habitué à faire de longs voyages. Ça m'arrive quasiment tous les ans d'aller au Portugal. Je refuse d'aller... Alors, en France, ça va encore, mais en Espagne et au Portugal, je ne vais jamais aux toilettes sur les aires d'autoroute. Il faut apprendre à gérer son estomac. En fait, c'est toute une gestion, tu vois. Voilà. C'est vraiment fascinant, et notamment en plein milieu d'un live ELF, tu vois, d'entendre ces conseils. Merci, merci White Simes pour ces conseils toilettes d'autoroute.
On salue la SANEF, on salue tous ceux qui travaillent sur les autoroutes. Kilomètre 500, arrêtez-vous. Kilomètre 312, Bison Futé est avec nous aussi. On salue Bison Futé, bien évidemment. Là, c'est n'importe quoi. On avait dit que c'était discussion tranquille, ça devient n'importe quoi. Tu vois, quand c'est pas cadré cette affaire, comment ça finit? C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Pour en revenir à dimanche, n'hésitez pas à prendre vos places. En plus, il y aura Wake, du coup. Finalement, il y va. Ouais, finalement, ouais, mon déplacement à Annecy est annulé. Donc, du coup, je vais pouvoir me déplacer à Bondoufel ce dimanche sous la très forte chaleur, comme nous dit notre ami fan des Bills, Grisdam, fan des Bills préféré. Il va faire très très chaud. J'ai regardé là. Que tu connais. Oui, tout à fait. Et donc, du coup, ouais, il prévoit quand même 34 degrés à Bondoufel. Donc, ça, il va falloir s'hydrater et pas que de la bière. Buvez de l'eau, les copains. Buvez de l'eau, bien évidemment, ou faites comme moi et restez tranquillement à Dunkerque à 20 degrés pour suivre le match sur DAZN. Voilà, c'est bien aussi. C'est moins sympa que Bondoufle, ça je vous l'accorde. Mais voilà, je suis retenu par des obligations. Donc, voulez-vous, c'est comme ça. Donc on envoie Waik et puis il nous fera des petites interviews. Voilà, vous suivrez ça sur Instagram, sur Twitter, sur X pardon maintenant. Et il nous fera toutes ces petites interviews. Tiens, un petit pronostic pour le Paris-Francfort. Waik, pronostic score. Hein, alors beaucoup à très peu. Le beaucoup à très peu, ça peut être quoi? Ça peut être. Allez, j'ai envie de mettre un 41-14. Ah oui, ça va. Ah ouais, c'est pas si très peu que ça. Je m'attendais à plus. Ouais, non, mais après, je prévois un petit relâchement à la fin. Tu me fais tourner là en défense. Non, en vrai, 41-7. Tu m'as convaincu. J'ai pas trop forcé. Non, c'est vrai, t'as pas trop forcé. Mais... Mon jus, tu pronostiques score? Je sais pas. 38, n'importe quoi, hein, ça sera pas pire que Wake. 38-7, on a dit. 38-7, allez, 3 points de moins. Parce que toi, Mathis, il a pas mis le field goal, tu vois. Il y en a un qui a 41, l'autre qui a 38. Bon, bah, Mathis, ça tient à toi, à savoir qui aura raison. Donc voilà. C'est quoi ton chrono à toi? Parce que tu vas pas y échapper. Hein. Une large victoire. 42-6. Je dis 41-7, tu dis 42-6. Non, parce que moi, je leur laisse même pas de touchdown. Deux field goals. Deux field goals de Rimler. Alors, tiens, regarde Grislam. Non, mais au moins, l'avantage, c'est qu'ils ont Rimler. Parce que s'il y a bien un truc là qui est un peu moche, ils ont Rimler. C'est les special teams. Il y a beaucoup de punts bloqués, il y a des field goals ratés qui sont dégueulasses. Enfin, franchement, je vais pas me lâcher dessus. Franchement, le niveau special team de beaucoup d'équipes est vraiment pas joli. Hein. Franchement, Rimler, si on peut lui mettre un petit truc dans son café aussi, c'était pas, c'est pas n'importe quoi. Hein. Ça peut être un truc sympathique. Hein. Vous pouvez lui mettre un peu de cognac ou un truc. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Où ils se feront la chaleur. À consommer avec modération. En plein soleil, parce que non, j'ai cru que t'es même pas à l'ombre, mais non, c'est en plein soleil, que ce soit des deux côtés, des deux sidelines. Alors, celle de Paris, ils ont pas le tunnel. Ils peuvent négocier et peut-être reculer un petit peu pour prendre un peu d'ombre. Mais clairement, ça va être cette histoire de météo un vrai avantage pour Paris, parce que les Allemands sont pas habitués à ce genre de température. Ouais. On devrait les obliger à jouer dans leur camouflage militaire, là, dans leur tenue. On devrait jouer en blanc, nous, ce match-là. Comme ça, ouais. Comme Miami à la belle époque. Non mais voilà, en tout cas c'est vrai que la météo sera un facteur évidemment à prendre en compte si effectivement la forte chaleur se confirme d'ici là. On va parler un petit peu de l'ELF en général parce qu'encore une fois les semaines de matchs des Mousquetaires, on n'a pas forcément l'occasion de parler de tout ce qui se passe. Alors on va pas faire un débriefing de tous les matchs de la Ligue parce que les résultats encore cette semaine ont été comment dirons-nous peu équilibrés. Sauf le Madrid Raiders qui a été à 35-34. Sinon, ça a été quasiment des boucheries sur tous les terrains de LF. Justement, j'ai l'impression, et c'est des choses qu'on m'a dit aussi, des gens qui observent de loin le LF, on a l'impression
tous les ans, même s'il y a eu les divisions qui ont changé, même si on a un calendrier qui a été fait différemment, même s'il y a des franchises qui ne sont pas revenues cette année, on a l'impression que ce problème de grosses différences en fait entre certaines équipes continue d'année après année. Oui. Alors là, ce qui était intéressant de cette année, c'est de se dire qu'avec le format en 4 divisions, 16 équipes, ça allait peut-être rééquilibrer un peu la ligue. Bon, au final, là, sur ce début de saison, c'est pas trop le cas. Après, même justement avec ce format, pour moi, la division justement des Vikings était encore trop à leur avantage. Pour l'instant, c'est une équipe qui a pas connu de compétition en saison régulière du fait de leur Ils vont en calendrier. connaître le 13 juillet, tu vois. Non mais oui, mais c'est bien peut-être le seul moment de la saison, un match où ils ont à s'inquiéter de qui joue en face. Et au niveau global justement de la ligue, le problème c'est vraiment qu'on se rend compte que le football américain en Europe, c'est en essor et tout, ça grandit. Et, le niveau semi-pro et tout, Ligue Pro, c'est bien, c'est intéressant, ça devient quelque chose de les gens s'y intéressent et tout. Mais les fondamentaux sur un terrain de football ne sont pas encore acquis chez toutes les équipes. Regardez un match des Mercenaries, vous allez voir des mecs en attaque qui n'ont aucune difficulté à se défaire de 3 défenseurs qui n'arrivent pas à faire un plaquage. Et on est sur des trucs comme ça chez beaucoup d'équipes, justement entre Runners. Les Centurions cette année, parce qu'ils sont allés chercher principalement un roster JFL 2. Donc en Allemagne, il y a beaucoup de compétition pour rassembler une bonne équipe. Donc même les équipes allemandes peuvent être victimes un peu de ce truc-là. Même justement, on voit à Berlin cette année, c'est un gros problème pour leur défense. Et moi, je le disais juste avant, le niveau special team, c'est vraiment abyssal. Les long snaps, les field goals, les flags sur kick-off. Et le problème, c'est que là, on a plusieurs week-ends où on a des équipes qui mettent 0 points. On a des équipes qui ne mettent pas du tout de points en première mi-temps, plusieurs matchs d'affilée. Donc, ça pose un vrai souci sur ces équipes. Allez, on a 8-9, celles qui vont jouer pour les places de play-off, qui sont compétitifs et intéressantes à jouer. Le match, justement, Madrid Raiders, là, qui a fait 37-35, je crois, Raiders. 35-34, je crois. Ouais, Ouais, c'est 35, ça. 34, oui, d'un point, oui. Ça, c'est intéressant. Au moins, justement, au mieux, justement, il y a un peu du high scoring, de la compétition, même si il y a des défenses, on pourrait dire, la vache, ils font encore laisser passer pas mal de points. Mais pareil, c'est 2 équipes qui ont des défenses qui s'ajustent un peu au cours de la saison, qui jouent des défenses plus techniques en fin de saison. Mais là, ça pose vraiment un souci. Quand tu sais qu'en plus, justement, il y a de grandes chances que en fin d'année, une ou 2 équipes ne soient plus là l'année prochaine et qu'il va falloir justement après peut-être refaire un format parce que tu vas peut-être tomber à 14 ou rester à 16 parce que l'année prochaine il y a de fortes chances qu'il y ait une équipe à Londres enfin. Donc là c'est vrai que c'est pas ce début de saison qui est encore très très hypant. Malgré tout c'est sympa qu'on ait ça en Europe, mais faut faire des critiques positives, mais bon voilà, ça se produit encore une fois, quoi. Toi, ça te saoule, mon Wake, d'avoir cet écart de niveau? Alors, toute proportion gardée, c'est un écart de niveau qu'on peut retrouver aussi dans un niveau inférieur avec la D1 chez nous en France, hein, où on a eu aussi cette année des écarts entre certaines équipes du Nord notamment. Est-ce que toi, c'est quelque chose qui t'embête ou tu te dis, finalement, c'est comme ça, hein, on laisse faire? J'enlève mon mute. Non, ouais, je sais pas, je suis un peu le postérieur entre 2 chaises. Fais Pourquoi? attention Parce de que pas tomber. ouais, je vais essayer. Après, je suis un équilibriste. Aussi. Mais non, mais plus sérieusement, ouais, je sais pas, parce que d'un côté, l'apprentissage, il se fait aussi par là, tu vois, les équipes, elles prennent de l'expérience, ok? Les équipes comme là, les Enthroners et les Lions prennent de l'expérience. Elles grandissent aussi, tu vois, dans cette ligue. Les joueurs homegrown, ils apprennent. Après, est-ce que c'est forcément du beau spectacle à voir? Non. Tu vois, c'est pour ça que c'est des matchs que j'évite de regarder, sauf si j'ai de l'argent en jeu. Donc c'est vrai que c'est pas très vendeur. Après, il y aurait peut-être des solutions. Après, bon, est-ce que on peut changer certaines règles pour certaines équipes? Il y a déjà eu un changement de règles cette année. On sait que il y a des équipes qui ont droit à plus de homegrown que d'autres, de joueurs nationaux, parce qu'on a élargi un petit peu le spectre des joueurs nationaux, notamment en Autriche, notamment en République tchèque, en Hongrie, au Danemark aussi. Bon, pourquoi pas, mais c'est une ligue qui doit au bout d'un moment se poser des questions.
Est-ce qu'on donne un coup de main à ces équipes qui ont du mal à recruter? Et je parle pas des équipes allemandes, hein. Là, je parle pour l'instant des équipes hors Allemagne. Donc, je parle encore une fois des vrais petits marchés, hein, comme Prague et la Hongrie. Est-ce qu'on les aide? C'est-à-dire, est-ce qu'on leur permet d'avoir un, voire deux joueurs imports américains, voire un ou deux imports européens en plus, ce qui risque d'empiéter sur le développement des joueurs nationaux? Ou est-ce qu'on les laisse progresser et est-ce qu'on ne peut pas, au niveau de la Ligue, aller dans ces pays-là, pousser au développement du foot américain? Alors, c'est des choses qui se feront sur du très long terme, mais on sait que Cocorico, la Ligue, elle a signé un contrat de 10 millions de dollars, donc, de 10 millions d'euros. Donc, elle a de l'argent, elle est là pour rester. Cette Ligue, elle ne va pas bouger. Donc, elle a tout intérêt à ce que la qualité du produit s'améliore dans certains marchés. Après, pour revenir au problème des équipes allemandes, Griezmann, il le dit très bien. Les équipes allemandes, elles ont un problème, c'est la concurrence. C'est une ligue germano-germanique à la base. Il y a, je crois, à l'inception de l'ELF, il y avait 9 équipes germanophones. C'est juste pas possible. Au niveau du recrutement des talents nationaux, il y a énormément de concurrence. Donc, comment on fait à ce niveau-là? Une équipe comme Cologne, à l'époque, elle était vraiment, au début de l'ELF, faisait partie des bonnes équipes, contrairement au Rhein-Fire, qui faisait partie des mauvaises équipes. On avait Leipzig qui faisait partie des bonnes équipes. Leipzig qui n'existe plus. On a le Surge qui a fini à 0-12. Hein. Le Surge qui faisait partie qui était risible. Il y a encore 3 ans, comme le dit Flav, il y a Hambourg qui est double finaliste des 2 premières saisons. ELF. Donc, on a un vrai problème à ce niveau-là de concurrence en Allemagne, mais qui se pose aussi en Autriche. En Autriche, il y a vraiment une équipe. Alors, une équipe qui surdomine l'autre. Le Raiders reste une équipe potable pour le reste de la ligue, mais une équipe bien en dessous du niveau des top contenders pour le titre. Donc, il y a un vrai problème de niveau dans cette ligue. Est-ce que c'est normal? Parce que la ligue n'a que 5 ans. Donc, il faut aussi savoir être patient. Alors, c'est vrai que c'est un terme qui fait peur à tout le monde. Mais est-ce qu'on ne peut pas donner aussi du temps à cette ligue de se développer? Griezmann m'a dit qu'il fallait laisser du temps au temps. Je cite sa phrase parce que c'est quand même très beau. Oui, voilà, il faut laisser du temps à ces équipes de se développer. Hein. Et c'est vrai que j'ai aussi parlé j'ai oublié de parler des mercenaires. C'est vrai qu'il y a très peu. La Suisse aussi n'a pas non plus un énorme vivier de talent. Et en plus, elle peut être en concurrence avec l'Allemagne, puisque il y a beaucoup de joueurs qui ont la double nationalité. Et en plus, le terme de homegrown vient du fait de où tu as commencé le foot américain. Donc, si tu n'as pas commencé le foot américain en Suisse, et même si tu es suisse, et si tu l'as commencé en Allemagne, tu peux être considéré comme un import limite. Donc c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut, à mon avis, donner du temps à cette ligue. Le fait d'avoir une équipe à Londres va faire énormément de bien. Si ça se fait, si ça se concrétise, mais bon, ça prend, comme l'a dit Julien, ça prend clairement le chemin. On va avoir une équipe à Londres d'ici un ou deux ans. Justement, Jus ou Wake, peut-être Jus, parce qu'il est assez au fait, bon toi aussi mon Wake, mais voilà, je sais que Jus est très très porté sur ces questions-là, sur le partenariat qui a été signé la semaine dernière là de 10 millions d'euros. Donc est-ce que tu peux nous présenter globalement ce qui s'est fait pour ceux qui n'auraient pas entendu parler de ce partenariat? C'est des nouveaux investisseurs, tout simplement. Donc, la Ligue a réussi à avoir 3 nouveaux actionnaires. Et dans un article sur Sky News, justement, ça parle d'une somme d'un peu plus de 10 millions d'euros qui permet justement d'être injecté dans la Ligue, dont un partenaire justement qui permettrait la création d'une franchise à Londres. Il faut quand même savoir que depuis quelques années, Patrick Ezoumé, le commissionnaire de l'ELF, il fait souvent des voyages à Londres et tout. Il y a des rumeurs justement à Londres, mais aussi à Amsterdam pour mettre les Admirals, qui était la team NFL Europe à l'époque et tout avec Kurt Warner. Donc il y a ces grosses franchises-là en fait qui sont attendues, qui pourraient être des gros marchés, des plus gros marchés justement que des trucs comme les pays de l'Est ou même toi la Suisse. C'est parce que c'est des équipes qui ont un renom, si tu peux utiliser la marque. Et donc une équipe à Londres, bah oui, ça marcherait parce qu'il y a quand même beaucoup justement d'imports intéressants. Glenn Tungo le premier. Mais aussi, excuse-moi, juste de te couper, mais s'il y a une équipe qui se fait à Londres et que tous les Anglais qui sont dans les équipes vont à Londres,
ce serait limite. Tu auras un genre de Nordic Storm en homegrown, mais à Londres, tu vois. Ouais, j'allais dire Rainfire l'année dernière, les Ouais, deux dernières un peu, années, tu auras un truc cheaté, quoi. Mais donc, ouais, c'est intéressant justement quand même, parce qu'au final, on sait qu'il y a des années, des équipes disparaîtront, d'autres reviendront. Enfin, voilà, Wake parlait des Leipzig Kings qui ont été obligés d'annuler leur saison en cours de route. Justement, c'était cette année que la Ligue devait un peu réétudier leur cas, et on n'entend même plus parler, parce qu'à mon avis, de toute façon, ça va devenir trop compliqué d'avoir des franchises allemandes qui se télescopent un peu à dire à se recruter les homegrown, parce que justement, les équipes non allemandes deviennent compétitives. C'était justement une grosse question au début de l'UELF, c'est à se dire, est-ce que justement les autres pays sont prêts à jouer un football américain au niveau de l'Allemagne, avec un niveau GFL 1, tu vois, mais à l'échelle de plein de pays en Europe? Ça a pris du temps, mais au final, maintenant, tu as beaucoup de, justement, l'Autriche, la France, Madrid, Nordic Storm, beaucoup de pays commencent à avoir un football de qualité. Si derrière les projets sont solides, je pense que la Ligue va être plus intéressée à construire des franchises, à accueillir des franchises comme les Nordic Storm, Madrid et Paris, toi, ces dernières années, ça arrive, c'est solide. Et qu'à mon avis, les petits clubs, justement, Mercenaries, Entraîneurs, Centurion, c'est les prochains sur la liste après Milan et Barcelona Dragons. Après, c'est toujours triste de voir des clubs disparaître, parce que comme dit Wake, il faut quand même du temps pour que les joueurs atteignent un niveau. Il y a des équipes, justement, le souci est plus intérieur aux franchises, et chez d'autres, c'est plus sportif, quoi. Mais cette année, justement, Francfort a fait beaucoup de rebuild en interne pour que la franchise fonctionne bien. Sur le terrain, ça va, quoi. Et à la différence en Hambourg, allez voir les commentaires des fans d'Hambourg sur Internet. Alors qu'on pourrait croire que c'est une franchise bien installée, il y a beaucoup de fans allemands qui sont pessimistes sur l'avenir d'Hambourg en ELF. Il y a que Wake qui croit qu'ils peuvent être champions. Non, mais c'est vrai que le projet initial off-season, quand tu le lis, tu dis ils vont faire un truc bien, et puis c'est pour ça que tu es un peu dégoûté de ne pas avoir Kyle Kitchens dans une autre équipe, parce que le pauvre, il va toujours pas gagner un match de playoff. Mais sachant que je disais ça, à l'époque, ils avaient encore leur entraîneur. Le seul entraîneur, il s'est barré le lendemain de l'émission, limite. C'est vrai. C'est vrai. Non, ouais. Alors, Hambourg, vu que c'est la ville natale des Zoumé, j'ai du mal à croire qu'ils laissent dépérir cette franchise. Je pensais, parce que la Ligue a une emprise un peu, on va dire, sur cette ligue, sans que ça soit genre, on va dire, sur un niveau de corruption, mais on va dire que c'est une franchise qui est très... Qui est justement, comme tu dis, au niveau des connexions avec Zoumé, et même au niveau de l'autre PDG de la Ligue, Zareka. C'est pas, je pense, une équipe qui va disparaître, mais qu'au final, justement, tu es sur une équipe qui a juste des problèmes sportifs, parce que avec l'attaque, quand tu regardes, ça manque de beaucoup de bons joueurs en attaque, quoi. Non, mais c'est après, j'en parlais à quelques personnes qui connaissent un peu la situation à Hambourg, ils me disaient, Hambourg, c'est le bazar total. On entend beaucoup d'échos, c'est gros bazar. Bazar total. Donc oui, il y a des choses à améliorer. Est-ce qu'une équipe à Londres va nous aider? Oui, je pense que ça va nous aider. Les déplacements à Londres, en tout cas pour une équipe comme Paris, c'est pas non plus ultra loin. Voilà, je vais prendre la question de Nico, comme ça tu peux en parler, Wake, pour ceux qui réécoutent en podcast et qui n'ont pas le chat. Nico qui dit bonsoir, je pensais que le principal problème pour avoir une équipe à Londres, ce sont les histoires de transport et de visa et le coût de tous ces déplacements. Alors c'est clair que si tu mets une équipe comme Madrid ou même les Hongrois, qui doivent aller à Londres, ouais, c'est clair que ça fait cher le déplacement, mais Paris, Londres, c'est 3 heures. Même pas en Eurostar. Ouais, tu vois, ça se fait. Pour les équipes, s'il y a une équipe qui s'implante Amsterdam, Londres, ça se fait. Ça se fait très bien. Même toute la côte qui est proche de la frontière française, Düsseldorf, Cologne, même Stuttgart, ça se fait. Donc non, ça me posait pas de problème. Après, je pense que si Ezoumé fait les allers-retours, c'est pour essayer de négocier avec les autorités aussi en Angleterre. Je pense que des facilités de déplacement pour les joueurs. Hein. Voilà, histoire de passeport, etc. Qu'il y ait des facilités de déplacement pour les joueurs ELF. C'est là où justement, tu vois, je pense que ça prend du temps. Et puis aussi, comme quelqu'un l'a dit, c'est que toi, à Londres, tu as la NFL Academy. Bon, le LF a quand même des connexions avec la NFL, les franchises ont des connexions entre elles, mais aussi le LF a des discussions au niveau des règles du football et tout. Donc, on va dire, il peut y avoir un peu un projet de comment on peut faire justement
pour bien s'implémenter et pas échouer le projet. Je veux dire, tu mets une équipe à Londres et au bout d'un an, tu es obligé de l'annuler parce qu'il y aura, je sais pas, trop de problèmes législatifs, tu vois, enfin, des trucs qui viendraient un peu capoter ton projet. Ouais. Donc non, je pense que c'est ça qui prend du temps, ça va arriver, ça va être cool. Plus tard, justement, géographiquement, tu pourrais faire une division Paris, Pays-Bas, Londres, et puis une équipe allemande, quoi, et puis ou Madrid, et puis voilà. Quoi. Il y a Benoît qui dit il faut un passeport, non, même pour les fans qui viennent voir juste un match, oui, il faut un passeport pour aller à Londres actuellement. Oui, ça, depuis le Brexit, effectivement, le passeport est obligatoire, et comme le dit Nico, maintenant il faut même ce qui est appelé l'ETA, l'ETA, qui est une sorte de visa, une autorisation qui est fournie par les autorités. Oui, C'est pas une organisation terroriste, ça? Si ça, aussi. c'est le Corse, oui, je crois. Si. C'est au Pays Basque. Oui, non, mais il me semble que ça s'appelle l'État aussi. Hein, l'ETA, oui, je crois. Comme ça, parce que c'est comme l'ESTA, mais il faut enlever une lettre pour les États-Unis. Mais voilà, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises. Et donc c'est une sorte de visa, mais qui est accordé beaucoup plus facilement. C'est juste qu'il faut payer 12, 13, 18 livres, je sais plus exactement le tarif, et c'est valable quelques mois ou quelques années. Tu vois, le but, c'est aussi justement d'avoir, justement, avec la ligue qui s'agrandit, quand tu arriveras, je sais pas, aux 10, 15 ans de la ligue, d'avoir aussi un effet fan qui voyage. Les Allemands, maintenant, sont quand même dedans, ils voyagent pas mal. Après, c'est voir justement si les autres franchises peuvent avoir leur fanbase qui se déplace. Et ça prend du temps d'encourager les gens, de mettre des trucs en place, de bien communiquer là-dessus. Il n'y a pas de souci, tu vois, les Allemands, quand on leur a annoncé c'est plus Jean-Bouin, c'est Bauer, c'est plus Bauer, c'est Bondoufle, il n'y a pas de souci, ils sont organisés, ils sont venus à Bondoufle. Ils sont moins râlés que les Français. Donc, ouais, non, mais presque, les mecs, en 2 secondes, ils ont rebook leur hôtel, leur billet, enfin, donc, il y a un niveau, justement, de préparation. Les fanbases aussi grandissent dans tous les pays. D'ici, justement, à la Coupe du Monde, aux Jeux Olympiques, avec le flag, je pense que tu vas toucher un peu, justement, aussi ces fans-là. Et ça va être encourageant pour l'avenir. Il y a beaucoup de franchises en EF là, qui n'ont aucun budget, ils font pas de billets, hein, justement. Les Centurions vont pas, ou les Entraîneurs vont pas faire beaucoup d'argent avec leur billetterie. Donc tu vois aussi le LF là, qui fait beaucoup de contrats de diffusion, c'est pas mal. Là, il y a beaucoup d'Américains cette année qui peuvent regarder dans des conditions plus confortables. Il y a beaucoup d'Américains qui supportent Paris et Vienne. Tu vois, c'est 2 franchises. Moi, je pense, à mon avis, il n'y a pas de souci, qui sont les plus suivis par les Américains. Donc, c'est aussi bien, justement, de progresser au niveau diffusion, quoi. Oui, c'est clair. Et tu parlais des fanbases qui se déplaçaient. Alors, il y a Benoît dans le chat qui demande si compagnie se déplace. voilà, si l'État est obligatoire même pour aller voir juste un match, il me semble, hein, et comme le dit Nico, il me semble que c'est obligatoire juste pour entrer sur le territoire britannique depuis avril. Il faut ce papier-là. Donc, même si c'est une sortie scolaire, il le faut. Même si il le faut pour tout, quoi. C'est un peu, voilà, c'est le revers de la médaille. C'est comme ça. Et en parlant de déplacement de fans, il y a nos amis du Francfort Galaxy là, qui vont débarquer dimanche 22 à Bondoufle. Il faut savoir qu'il y a une entente. Alors, s'il y a des gens de la Red Company dans le chat, il y a Benoît déjà, mais s'il y en a d'autres, et ils peuvent peut-être en dire plus, mais il y a une entente entre la Red Company et les supporters de Francfort depuis cet été, qui a été signé en intersaison. Là. Donc, à mon avis, on prépare une grosse fête à Bondoufle entre nos amis de Francfort et nos amis de la Red Company, qui vont donc se retrouver à cette occasion de ce 22 juin. Et ils vont bien s'hydrater. Ils vont bien s'hydrater. Tout à fait. Et c'est important puisque, rappelons-le, il fera chaud. C'est déjà ça de prix. Alors, un petit jeu, les amis. Quelle est pour vous, depuis ce début de saison, l'équipe la meilleure en ELF? Les Vikings ou le Storm? Alors là, tu as pris 2 exemples d'équipes qui n'ont pas encore justement joué trop. Je prends les Vikings. Moi, c'est comme les deux qui sont invaincus. Les Vikings ont joué un match défensif contre le Fire. Oui. Et justement, toi, j'en disais, mais les Vikings ont quand même quelques soucis de O-line et des trucs un peu pareil. J'ai pas de doute que leur line va s'améliorer, mais sur ce début de saison, ils sont un peu prenables, tu vois, sur le pass rush et tout. Mais justement, après, le Vikings n'a pas une division compétitive, ils roulent là-dessus, c'est un peu vrai. Mais ils ont une profondeur. Ils pourraient faire jouer les backups qui gagneraient les matchs, je pense. La profondeur est tellement énorme. D'ailleurs, samedi. Et le Storm, ils vont jouer le Rainfire. Et bon, le Rainfire est quand même dans une phase un peu. Après, je dirais justement, c'est quand même toujours bien, justement, quand tu as une nouvelle franchise en AF qui débarque, qu'elle joue un football comme ça. Après, tu regardes le Index Storm, c'est que des vétérans de l'ELF, c'est que des gros noms. Les homegrown sont bons aussi, justement.
Donc, je dirais comme Nordic Storm, mais dans le sens bienvenue en ELF, les gars, vous êtes bons. Tu vois. Samedi d'ailleurs, il y a un match entre Vienne et le Renfire à 18h. Ouais. Donc, si vous avez envie de voir un peu de LF hors mousquetaire, samedi 18h. Alors, moi, je ne le regarderai pas. Julien non plus ne le regardera pas. Pour une simple et bonne raison, c'est qu'à 18h, nous serons occupés ailleurs, puisque c'est la finale de la Coupe d'Europe, le CEFL Bowl, entre les Black Panthers de Tournon-les-Bains et les Calanda Broncos. Donc voilà. Moi, je vais jongler entre les deux matchs. Ouais. Je verrai, je mettrai les deux en même temps, on verra. Ça nous permet de passer un bon jour aux Black Panthers qui vont jouer leur finale européenne. Et puis, si vous aimez le foot américain en France, demain, mercredi matin, vous retrouverez le podcast D1 avec la review des 2 demi-finales de D1 et on fera la présentation de la finale entre l'Iron Mask et les Black Panthers la semaine prochaine. Ça, c'était pour le petit moment D1. Même question que Jus, parce qu'il n'y a pas de raison que tu t'en sortes bien. Entre Nordic Storm et Vienna Vikings, quelle est la meilleure des deux? Tu peux m'en donner une autre, hein. Tu peux me dire que Stuttgart est meilleur. Ou... T'as le droit. Hein. Écoute, ouais... rappelle-moi plus tard. Non. Alors, il faut que tu vois la performance des Vikings face au... Alors, pour l'instant, en fait, les Vikings ont rencontré une équipe. Le reste, moi, je ne compte pas les autres matchs. Ils ont rencontré une équipe. En plus, c'est pas une équipe qu'ils ont rencontré, c'est une défense. Ils ont rencontré le Rheinfire à Duisbourg, tout comme Paris. Et quand on compare les deux matchs, la meilleure équipe des 3 était Paris, clairement. Est-ce que c'est inquiétant côté Viking parce que Rheinfire, au final, a l'air d'être une équipe beaucoup moins forte que les années précédentes. Enfin, elle est beaucoup moins forte. La défense reste quand même excellente, même si elle est très vulnérable à la course, au final. C'est ce que me disait d'ailleurs un des joueurs du Rheinfire. Il m'a dit en défense, on galère contre la course. Et il faut le préciser, il n'y avait pas Pajarinen pour les Vikings dans le premier match contre le Rheinfire. Tout à fait, c'est vrai. Mais voilà, la défense du Rheinfire n'arrive pas à stopper la course. Eux-mêmes n'arrivent pas à trop l'expliquer pourquoi. Donc ils ont vraiment un peu de soul searching à faire. Côté Nordic Storm, ils ont rencontré personne mis à part Francfort. Et je me demande même si Francfort c'est quelqu'un, puisqu'on leur a mis encore une fois 24 points en un quart-temps. Donc, du coup, j'ai du mal à me dire... un truc contre Francfort. Je sens que t'as un truc contre Non, mais je trouve... Faudra se méfier parce pareil, que Francfort, depuis l'ère Sullivan, c'est différent. Hein. Franchement, il y a un truc... Hein. Le Storm, ils enchaînent sur les 3 prochaines semaines une terrible match contre les Panthers. Les Panthers, il y a un jour où ils prennent 50 points par Prague et le lendemain ils en mettent 50 à Cologne. Tu comprends pas trop. Ouais, c'est une franchise. Enfin bon, c'est pas grave. Et ensuite, ils jouent les Mercenaries et Hambourg. Oui, bah. En fait, le Storm, on saura vraiment qui est le Storm quand ils vont affronter le Rheinfire, même s'ils vont les battre. Ce sera le 13 juillet. Vous imaginez que la même journée, il y aura Paris-Vienne et Nordic Storm Rheinfire. Ça va être le 13 juillet. Si vous aimez le LF, c'est le moment. Voilà. Bon, là, en termes d'adversaires, après, ils ont Berlin, Sea Devils, Francfort. Donc, toi, que des. Il peut finir en 12-0. Panthers, Ouais, moi, je l'ai répondu là sur un tweet de l'ELF. J'ai mis, à mon avis, saison parfaite. Il n'y a pas de souci, c'est possible chez eux. Ouais, d'ailleurs, est-ce que toi aussi, tu vois qu'un 12-0 possible? Oui, clairement. Mais du coup, ce qui pose une question, c'est qu'on ne saura pas vraiment les jauger pour les playoffs. Avant les playoffs. Après, on sait qu'ils sont bien meilleurs. On sait qu'ils sont bien meilleurs que les autres équipes qu'ils vont rencontrer. Mais est-ce qu'ils font vraiment... Alors, est-ce qu'ils font vraiment le poids face aux meilleurs de la Ligue? Ça, je pense que oui. Mais est-ce qu'ils sont meilleurs que les meilleures équipes de la Ligue? Ça reste à prouver. Alors, comme l'a dit Julien, ils ont un effectif pléthorique. En plus, là, il ajoute Genmark Is, qui est arrivé il y a 2 semaines. Ils ont Direndal, le linebacker suédois. Alors, c'est là où le bas blesse. C'est le jeu de course. Là, c'est une équipe que tu peux vraiment stopper à la course parce que les backup running back, alors, ils arrivent à faire des jeux ici et là, mais c'est quand même tu vois qu'il y a un vrai manque au niveau d'ailleurs, je crois que c'est Genmark Is qui était le meilleur coureur, non, cette semaine. Voilà, c'est ça. Et encore, Genmark Is, pour avoir vu une bonne partie de la première mi-temps de ce match,
Gain Marquis n'a pas été... Il a été bon en goal line parce qu'il est là, mais sinon, il n'a pas été super impressionnant. Donc, ouais, je sais pas. Les Nordic Storm, ils font partie du top 5-6 de la ligue. Ouais, ça c'est sûr. Mais est-ce qu'ils sont vraiment au-dessus de tout le monde? Je sais pas. Mais comme l'a dit Julien, ils ont un effectif encore. Et défensivement, ils sont chargés de partout. Et offensivement, t'as la connexion Jadrian Clark, Brendan Beaulieu aussi qui est pas. Et même avec Home Run, justement, les Simon Fons et Jacob Greens, c'est des bons receveurs Home Run. C'est leur Hugo Tekeda, Meriby Barthelin, eux, tu vois. C'est ça. Donc, ouais, je sais pas. Écoutez, Vienne, mais c'est pareil. Vu qu'ils rencontrent personne, on saura contre nous vraiment ce qu'ils veulent. Ce qu'ils valent, plutôt. Puis en même temps, on saura ce que nous on veut aussi. Oui, non, mais c'est toujours bien. Tu as besoin des matchs comme ça avant les playoffs. C'est les matchs compétitifs de la saison qui donnent un peu le ton. Bien sûr. Parce que sinon, ça veut rien dire comme pour des équipes viennoises de faire des saisons régulières parfaites. Les mecs, ils ont pas perdu un match de saison depuis 1000 jours. Ouais, qu'est-ce que ça veut dire au final de juger, tu vois, même si au final on prend à dire c'est quoi leur match référence en saison régulière avant les matchs de playoffs, bah il n'y en a pas tellement parce que tu vois, tu as la saison 2023 où ils sont bons en saison régulière et justement ils s'effondrent en playoffs. Et puis l'an dernier, ils se font piétiner aussi en finale sur le Championship Game, ils se font piétiner par le Handfire. Ils cliquent trop tard dans le match et c'est tout, quoi. Ils sont largement dominés une grande partie du match, quoi. Ouais, alors il y a des décisions arbitrales bizarres dans ce match aussi. Hein. Oui. Alors les décisions arbitrales avec le Handfire. C'est pas le pire du. Ah, tu te souviens pas de cette interception qui est dans la end zone? Je sais pas le souvenir, mais j'ai pas souvenir d'un match pire que ça, quoi. Non, pas pire que les autres, pas pire que toute l'année. Là, sur ce début de saison régulière, moi, j'ai quand même les arbitres, pareil, ils sont sur leur début de saison régulière. Il y a beaucoup de false starts qui sont pas sifflés en ELF. Hein. Mais regarde, des holdings. Regarde-toi le match de finale de l'an dernier. Tu verras en première mi-temps, tu as Jadrian Clark qui lance une interception dans la end zone, et puis il siffle une faute personnelle sur le défenseur après l'interception. En fait, c'est vraiment un truc n'importe comment. Et après, dans ce match-là, t'as Pajarian qui fait 2 fumbles d'affilée en première mi-temps. C'est ça qui les met dans le truc, tu vois. Surtout qu'ils prennent un touchdown derrière à chaque fois. Sur chaque action que je viens de mentionner, ils prennent un touchdown derrière. Donc, ça aide pas. Mais en vrai, ils auraient pu être compétitifs dans cette finale. C'est juste que les faits de jeu ont fait qu'ils ne l'ont pas été. Cette année, je demande à voir, toujours. Je demande à voir s'ils sont aussi bons que l'an dernier, parce que nous, je trouve que défensivement, on peut match-up très très bien contre cette équipe. Alors attention, dernier jeu de l'émission, puisqu'on en est à 1 heure, mais on va quand même... on va quand même faire une petite dernière. C'est pire que quelle est la meilleure équipe? Quelle est la pire équipe de l'ELF en cette saison 2025? Je vous mets du Cologne, du Entroners, du Mercenaries. Cologne, c'est Cologne vraiment... devant. On met un Cologne Entroners pour vous. Non, Cologne et après Entroners. D'accord. Ouais, non, Cologne, d'ailleurs... Si on fait un super bowl entre les Entroners et Cologne, c'est Entroners, ils ont un meilleur jeu, ils ont un meilleur pass, Cologne, c'est même pas c'est qui leur quarterback, ils savent même pas s'ils mettent l'américain. On sait même pas s'ils ont un quarterback. On sait même pas s'il y a des coachs qui coachent ces gars-là, parce qu'au final, il n'y a pas de progression. On a mis combien contre Cologne? Est-ce qu'il y a une équipe qui va passer les 100 contre Cologne cette année? Non, je pense pas, parce qu'ils vont retourner. Ce serait horrible. Non, ils vont faire tourner. Regarde Munich, ce qu'ils ont fait par exemple face aux Mercenaries ce week-end. 49-0 en première mi-temps. Ce qu'ils avaient fait face à Barcelone l'année dernière. Barcelone, ils avaient pris plus de 100 l'an dernier. Mais tu vois, il y a un match. Je vérifie, mais non, 90 et quelques. 90 et quelques. Attends, je vérifie. Je suis le match, oui, le Dragons Ravens qui s'arrête à la mi-temps. T'as raison, 90-0 le pire. Ouais, enfin. Et bon, si un truc comme ça se produit, est-ce que justement, ils disent on arrête aussi à la mi-temps parce que... Enfin là, mais le truc, c'est les Mercenaries. Hein. Les Mercenaries, ils ont quand même Milan Spier, Kian Cole, Isaiah Weed. Il n'y a pas un passing game établi. Je suis un peu choqué de ça quand même. C'est la ligne offensive aussi. Ouais, non, mais il y a ça aussi parce qu'ils se mangent des sacs. Mais Weed, il est par terre, il aime trop l'herbe. Au niveau du football, tu vois, on peut comparer UFLEF. Le problème, c'est les équipes qui ont un quarterback qui peut pas mener son équipe. Ça reste le O-line, ça reste les bases du football. Et c'est là justement où, si tu fais une expansion trop vite en TNF, attends-toi à avoir plein d'équipes qui ont des O-line affreuses, des QB qui mangent 5 sacs par match et ton top sac leader, il sera à 35 parce qu'il aura saqué tous les mauvaises O-line, tu vois, à lui tout seul. Et puis, ce qui est Mercenaries aussi, il y a un joueur qui manque, c'est Jonathan Falk.
qui En fait, était l'un des meilleurs linebackers l'an dernier de toute la ligue. Complètement. Et là, depuis cette année, il n'est pas là. Et bizarrement, ils n'arrivent plus à stopper un seul jeu de course. T'as pas re-signé Pierre-Yves Maillot aussi, bon, qui s'est blessé là chez Madrid, qui ne jouera pas, mais des joueurs comme ça, tu vois. Il est parti au Heinz-Field aux dernières nouvelles. Pierre-Yves Maillot. Ouais, non, mais j'avais. Non, c'est vraiment. Ouais. Ne l'encourage pas, Julien. Ne l'encourage pas. Mais non, c'est, tu vois, comme disait Grislam, tu vois, ça va, j'en ai fait une dans une heure. Ils auraient justement intérêt à peut-être aller chercher des joueurs des Canada Broncos. Un peu comme ce qu'on fait le Surge quand ils étaient mauvais, ils sont allés chercher tous les mecs là, des unicorns là. Ouais. Et tu vois, à aspirer une bonne partie d'un roster, à renouveler au moins 75% du roster, garder les quelques gars qui font l'affaire, et de voir si justement, avec un coaching staff qui sait les coacher, parce que là, Mercenaries, franchement, c'est un peu triste parce qu'il y avait vraiment un recrutement sur le papier qui était intéressant, mais sportivement, bah là, ouais, pas d'O-line, des tacles, mais il y a du niveau tacle plus balèze en D1. Hein. Regarde, franchement, une défense là des Black Panthers, un Black Panthers Mercenaries, je pense que les Black Panthers ne méritent pas, tu vois. Et en plus, t'as Keelan Cole qui est là, mais en fait, Keelan Cole, il est là, il est en vacances. Hein. C'est pas. Comme quoi, un apport américain maintenant ne veut pas forcément dire grosse réussite. Hein. C'est pas parce que tu prends un mec qui a fait des 600 yards dans la NFL. S'il est un peu au bout du rouleau, il est au bout du rouleau. Hein. Non, je pense qu'il est venu là pour chill, tu vois. C'est ça, ouais, ça se ressent pas sur le terrain. C'est pas tu vois, c'est bien d'avoir des mecs comme Aaron Cruikshank ou Brandon Beaulieu, des mecs qui sont fraîchement sortis de collège ou qui ont une saison GFL et qui après en ELF, ça, ouais, putain la vache, je peux exploser. Ah, c'est sûr. Les vétérans américains, ouais, viennent un peu plus chill et c'est pas forcément ce qui va payer, quoi. Non, mais pour répondre à la question de Flav, ouais, c'est Cologne la plus mauvaise équipe. Les Dentroners sont après. Mais les Dentroners, je tiens à passer un petit coucou à Vincent Buffet. J'allais le dire. On a le français dans nos équipes. Hein. Qui fait une très bonne saison pour l'instant chez nos amis hongrois. Il a été notamment la semaine dernière face à Madrid, auteur d'un strip sack en fin de match. Il a encore mis pas mal la pression sur Jacob Sullivan ce week-end. Pareil pour Amos Laoui qui joue en tacle droit. Alors c'est un Belge, hein, lui, mais c'est quelqu'un de vachement sympathique qui joue en tacle droit, alors que c'est un garde à la base et qui lui aussi fait une bonne saison avec les Dentroners. Vous les voyez gagner un match, les Dentroners, cette année? C'est pas impossible qu'ils prennent un match contre Berlin au retour. C'est pas impossible. Il y a Prague, il y a Berlin, il y a Stuttgart 2 fois, il y a Vienne, il y a les Panthers, il y a tes copains des Panthers. Ouais, non, à mon avis, juste le match contre Berlin. Ça faut jouer contre Berlin. Ouais, parce que Berlin, en plus, déjà que les Beaufs, ils sont maudits par des blessures, ils ont dû déjà changer leur receveur américain et leur running back. Mais ouais, la défense c'est quand même assez faible à Berlin, donc c'est pas. Si tu vois, contre les Lions, ils ont pris 40-0. Prague justement a des bons apports, ça joue très bien à Prague. Donc non, à part le match contre les Berlin, une victoire max. Hein, c'est triste à dire, mais ça va être une saison longue. La wildcard, on la joue à combien 4 défaites? Ouais, ça va être serré. Ouais. 4 défaites, 4-5. Ça peut aller jusqu'à 5. Franchement, là, je sais pas. Mais Parce que pour l'instant, sur les wildcards, il y a tout le monde qui a au moins 2 défaites. Sur les deuxièmes de div, pour l'instant, tout le monde a au moins 2 défaites. Sachant que t'as Prague, Panthers, machin, qui risque de se manger un peu entre eux. T'as le Rainfire qui a 2 défaites, mais qui doit jouer encore une fois Vienne et 2 fois le Nordic Storm. De toute façon, entre la division Sud et Ouest, t'as beaucoup de. C'est les deux divisions, il y a beaucoup de compétitivité, donc t'as les deux places de wildcard qui vont jouer là. Quoi. Au Sud, Madrid et Raiders qui risquent aussi avec Munich de se manger des victoires entre eux et de lâcher quelques matchs. Donc ouais, à 4, je pense qu'à 4 défaites, tu peux encore être. Oui, largement. Tu peux être en wildcard cette année. Et là, c'est là que la victoire contre le Rainfire, on en parlait la semaine dernière, mais c'est là que la victoire et le fait qu'on ait l'avantage sur eux en concurrence directe
peut jouer aussi si on se retrouve tous les deux au même nombre de défaites. Il y a Grislam qui dit le frère de Tua, on en parle. Ouais, on peut en parler 2 secondes. Vas-y, parle-en. Fais-toi Donc, plaisir. quand les Sea Devils signent Tolia Tagovailoa, déjà, ça fait un effet coup de com' dans la ligue, hein, rien que le nom. Le frère du quarterback des Miami Dolphins. T'avais déjà tous les centres médicaux qui étaient ravis en Europe, hein, qui se disaient tiens, va falloir qu'on accueille. Ah bah non, c'est pas le même, c'est pas le bon. L'autre, il a une commotion de prendre une retraite anticipée s'il se protège pas. Donc, qui veut dire. Non, mais après, justement, c'était intéressant. C'est la retraite anticipée, ça ira encore. C'est quand même un QB qui était bon à Maryland, qui n'a pas plus intéressé en CFL, parce que la CFL, au final, a dit non, tu ne seras pas starter en CFL. Donc après, c'est intéressant, c'est justement un gars qui peut avoir le niveau LF. Là, il le signe. Il a mis temps contre le Surge, sa première passe pick 6. Bon, c'est excusable, le mec vient de débarquer de l'avion, il peut faire 3 interceptions. Voilà. Après, il joue le match d'après, c'était contre Berlin, il le gagne. Et là, on nous annonce quoi qu'il part pour raison familiale, personnelle. Les premiers à ne pas y croire de ce que je dis, c'est les fans des Sea Devils, parce que ils savent très bien justement que leur franchise a des gros problèmes internes, qu'il y a des problèmes d'histoire de contrat et tout pour payer des imports et tout. Et donc au final, là, ils annoncent que là, Michael Leon, celui qui était là en week 1 d'Américain, qui s'est blessé. Et donc Moritz Mack, l'Allemand qui joue à sa place, va revenir. Pareil, je serais pas étonné au final qu'il revienne peut-être pas et qu'il laisse Moritz Mack, parce qu'au final, on n'a pas plus d'infos. Il va avoir des problèmes personnels lui aussi. Et moi, je le mettais sur les QB américains les plus faibles, parce que c'est un gars qui a pas beaucoup joué plus que ça, quoi. Donc, c'est bon, pour Hambourg, toi, il fait une off-season, playoff contenders et tout, on va revenir, on est dans une division, on sera on sera une division compétitive avec Berlin, Storm, Rheinfire, mais pas du tout. Là, le Storm roule sur la division, Rheinfire fait sa saison. Quand tu as fait back-to-back champions, c'est normal que tu aies un peu la gueule de bois après autant de départs. Et là, Hambourg, au final, c'est triste parce que tu as des bons défenseurs chez eux qui vont faire des longs matchs fatigants, quoi. Hein. Oui, qu'il est prostré. Il n'y a plus rien à dire. Non, je n'ai plus grand-chose à dire. Non. Il a tout dit, Tolia. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai vu la rumeur passer, je l'ai sorti. D'un coup, il a arrêté de suivre les Hamburg Sea Devils. Tu t'es dit, bon, il y a de l'eau dans le gaz. Et en général, quand il y a de l'eau dans le gaz, c'est pas bon. Hein, c'est comme de l'eau dans de l'huile chaude. Donc voilà, ça explose. Et bien, ça a explosé en plein vol. C'est dommage parce que c'était une belle publicité pour le LF. C'est un coup encore manqué. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a des problèmes financiers à Hambourg. Ça c'est un secret pour personne. C'est un secret de Polichinelle. Encore une fois, j'ai parlé des joueurs qui sont à Hambourg. J'ai parlé à des gens qui ont été à Hambourg. Voilà, tout le monde me sort la même chose. T'as voulu voir Hambourg et t'as vu Hambourg? Je confirme, j'ai une source très proche de ce qui se passe à Hambourg, mais vraiment très 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 proche. Et c'est vraiment pas... ça manque de transparence au niveau de la commission de la Ligue pour dire que ces équipes arrêtent de nous vendre un peu du rêve au bout d'un moment, parce que toi, Tolia, il débarque, c'est quoi la première chose? Tiens, on va vendre des jerseys, quoi. Achetez. Ils ont même pas le temps de les floquer. Quoi. Regardez les fans de Dolphins, vous avez Tagovailoa NFL, mais il faut acheter le Tagovailoa ELF. Tu vois, c'est ça. C'est de la com au final, c'est ça. C'est de la com, et il n'y a rien derrière. Et tu vois, comme tu dis, là, les fans d'Hambourg, ils ont été bernés ou pas. Ils y croient pas. C'est vraiment désespérant de lire les fans des avis d'Hambourg, les pauvres. C'est ça, les crédules, ils se sont fait berner. 2 semaines de vacances en Allemagne. Après, c'est pas... Oui, il les fait sous le ton de la dérision, mais ça y paraît. C'est dommage qu'il fasse pas la saison. Moi, j'aurais préféré qu'il fasse la saison. Ça aurait été bien. C'est dommage qu'il fasse pas la saison, mais encore une fois, voilà, Hambourg, on sait que toi, tu as ta source. Moi, j'ai parlé à des gens aussi qui ont été à Hambourg, et des gens qui ont joué à Hambourg, et des gens qui jouent à Hambourg. On sait que c'est le bazar total. Donc. Ça serait bien que la Ligue soit un peu plus transparente au niveau du salary cap. Il y a beaucoup de gens qui commencent à réclamer ça, à dire si justement, vous voulez qu'on parle un peu. Vas-y. Il y a plein de choses dont on voudrait. Ah oui, non, mais c'est un des. Sur beaucoup de sujets, mais justement, c'est. La Ligue, justement, grandit, il y a de l'argent qui rentre, il y a les diffusions, machin et tout. Mais ça sert à rien d'avoir la moitié de ton championnat qui est pas au niveau. C'est le même débat, tu vois, qu'on a un peu en D1 Nord-Sud.
c'est encore après différemment, parce que là, tu as des montées, des descentes, tu as une division qui joue pas l'autre pendant la saison régulière, mais tu en es à dire: «Ah oui, la moitié du championnat après, n'a pas de valeur» et au final, tu vois, comme je dis aux gens, hein, si vous voulez au final, acheter juste un Game Pass DAZN, d'1 mois, début août et tu vois juste la fin de la saison régulière, les playoffs et tu as vu la grande partie de ce qui vaut le coup en ELF, quoi. Achetez la journée du 13 juillet quand même, ça vaudra le coup. Oui, non, Ouais, mais, non, mais, au final, non, ça reste un Enfin bon non, moyen encore mieux, moi, allez à Bobin le 13 j'encouragerais juillet. toujours les gens de faire le maximum pour suivre la ligue de n'importe quel moyen que vous pouvez. Mais c'est pas l'ELF au final qui fait sa propre vente là-dessus, quoi. Enfin, non, c'est clair que si tu as Non, ils vendent les acheté. billets pour le Championship Game. oui, voilà, par dire venez au Championship Game, c'est tout. Ils disent Ouais, pas ouais. venez chez les Prague Lions qui sont super bons cette année, tu vois. Non, mais après, Ils franchement, mentent pas, s'il y a non. quelqu'un qui a acheté le Game Pass le week-end dernier, c'était la plus grosse. Ça, Ah Eh oui, bien, c'est je crois qu'il ça, a c'est un demandé le braquage. remboursement ce C'est un matin. Ah oui, braquage, c'est un il peut braquage. demander un remboursement. C'est un braquage. Oui. Il a eu un match intéressant. Ah ouais. D'ailleurs, qui nous en dit beaucoup, encore une fois, sur le niveau de Madrid. Donc, Madrid, nous inquiéterons personne. Mais ouais, pour en revenir à ce que vous disiez, ouais, c'est dommage parce que tu as un produit qui est là, qui peut être intéressant. Mais après, encore une fois, est-ce qu'on n'est pas un peu trop impatient? Oui, parce qu'il faut ça. Moi, je compare beaucoup justement avec ce qui se fait en UFL. Et toi, l'UFL, là, qui avait annoncé une expansion 2026 de 2 équipes et aussi pour 2027, apparemment, la rumeur du moment, ce serait qu'ils temporiseraient pour changer Houston et Memphis, les relocaliser et donc rester à 8 équipes en 2026, mais avoir justement 8 équipes totalement compétitives parce que cette année, Houston, c'était pour des raisons plus d'affluence parce que l'équipe était bonne, mais Memphis, c'était les deux. Et donc, justement, les 2 ligues qui grandissent un peu côte à côte, l'une à 5 ans, l'autre vient d'avoir sa 2e année terminée. Ça reste aussi justement comparable à certains niveaux parce que l'UFL, on parle de budget bien plus solide. Tu vois, 10 millions à côté, enfin, l'UFL, ils l'ont, hein, il n'y a pas de souci, ils sont sur le plus gros budget. Mais en termes d'expansion, je trouve ça justement assez intéressant de comparer. Et je dis, au final, le LF, hein, tu vois, là, dans le communiqué, ils disent ça va accélérer le plan d'expansion. Le but, pour moi, n'est pas d'accélérer les plans d'expansion, mais de renforcer la compétitivité de la ligue. C'est pas un souci si l'année prochaine, tu vois, tu perds Cologne, Antrunners et limite Mercenaries, peut-être pour 1 ou 2 saisons, mais qui reviendront plus tard, parce que je pense que les Suisses sont capables de jouer en football américain en Europe. Et après, tu rajoutes Londres, et ben voilà, tu es de retour à 14 équipes, et c'est tout. Enfin, mais tu as 14 équipes là qui seraient à un niveau le meilleur que tu avais peut-être jamais eu, quoi. Ah, que tu vends plus facilement le produit, c'est clair. Bon, après, pour ce qui est de DAZN, Wake a trouvé une parade infaillible, à mon Wake, pour voir les matchs. Ah bah oui, tout à fait. Hein. Utiliser le DAZN de Flav, c'est très belle parade. C'est infaillible. Oui, c'est vrai que ce qui dit Grislam, c'est vrai qu'il y a beaucoup une rumeur cette saison, ça serait que Patrick Ezumi, il y aura peut-être un changement de commissionnaire pour la saison prochaine. À voir. Mais j'ai envie de dire, tu vois, la Ligue, encore une fois, parle de toi tu fais rentrer des actionnaires d'argent et tout, mais tu fais tes presse-conférences en allemand. Bon, parle pas d'internationalisation si tu fais des conférences de presse en allemand. Parce que personne n'est intéressé. Et puis tout le monde sait que personne parle l'allemand en plus. Et voilà, on n'est pas beaucoup dans ce. Ici, on est 1 sur 3. Non, mais bon, après, voilà, on fait avec les outils de notre D'ailleurs, on a trouvé la seule personne en France qui parle allemand. Non, mais après, non, il faut faire attention. Il faut faire attention. Je trouve qu'on a quand même un discours ici qui est un peu alarmiste. Non, oui, il n'y a pas à être alarmiste. Si tu écoutes Grislam, il n'y a rien qui va. On en est habitué avec Grislam. Non, mais c'est là où justement le manque de transparence fait que les problèmes deviennent vite alarmistes. Alors que pour l'instant, avec justement de la Ligue qui annonce des actionnaires, je ne cocherai jamais la case alarmiste, mais au contraire, on est dans la case développement. Mais si c'est pour avoir 5 prochaines années qui seraient les 5 pires niveau saison régulière, ça intéresse personne. Donc là, c'est un développement justement sur le fait que les formats vont devoir rester. Et donc là après si tu veux tes 24 franchises dans 15 pays, il n'y a pas à le faire dans la précipitation. Oui, c'est sûr. Après, c'est vrai que j'ai vu un commentaire passer, tu veux faire une ligue fantasy, mais bon, tu n'as pas les outils stats.
Oui, Non, tout t'as- à les, fait. t'as les stats, elles sont pas fiables, mais en plus, tu sais même pas si un joueur est blessé. Il y a plein Oui. de gens, Ça, c'est n'importe quoi. qui ont appris que le frère Tango Bailoa, plein de gens qui ne me suivent pas, parce que si vous les infos, il faut me suivre. Plein de gens qui ne me suivent pas, Ou qui The savaient. Playoff, merci. Et The Playoff aussi, bien Suivez évidemment. tous les gens ici. Tous les gens Les gens ici, ici. en effet. Suivez Julien aussi sur X et sur Instagram. Parce que je Surtout vous sur parle, X. justement, je vais à la quête un peu aux blessures si jamais il y en a qui fait. Bon, C'est pas clair. pour la fantaisie, mais juste pour en parler, parce que justement, c'est le néant, quoi. Enfin, Mais il y ça, a moi, quelqu'un je comprends pas qui que avait ce le soit pas commentaire. obligatoire. alors, Voilà, sur le mais site, vous avez vraiment les transactions, vous avez les signatures, mais par contre, les blessures, faut filtrer tous les rosters pour trouver qui est blessé. Et c'est pas forcément Et alors annoncé la ça, même semaine. je sais pas si Edo nous écoute, mais bon, c'est pas, peu importe, tu nous écoutes ou pas d'ailleurs. Sur toutes les franchises, c'est la même chose. C'est-à-dire que moi, la dernière fois, pour un article, j'ai contacté, alors c'était le Rainfire, pour leur demander justement l'état des blessés, etc., etc. La réponse est la même, que ce soit à Paris, à Hambourg, à Rainfire, à Vienne, où vous voulez. C'est on ne communique pas sur les blessures. Voilà, c'est aussi simple que ça. En NFL, c'est une obligation. Il y a une obligation et vous êtes sanctionné si les gens trichent. Bon, c'est que les Patriots trichent, mais les autres sont obligés de le faire. Je crois qu'on va quitter ce podcast. c'est clair. Non, mais voilà, je voulais le dire. Non, mais c'est vrai que non, mais sur la fantasy, t'as raison. Ils font un plat tout entier sur leur fantasy. Tu vois, pareil, c'est un moyen de. En fait, le élève va grandir en ayant les produits un peu phares du football américain. Et on peut imaginer, tu vois, qu'une franchise à Londres va avoir du succès du fait que la NFL a bien marché à Londres quand elle a commencé son internationalisation. Toi, tu n'as aucun souci à remplir les matchs à Londres. Et donc, ils sont allés chercher tous les outils, la fantasy, machin et tout. Mais t'as pas les injury reports comme il faut pour faire ta fantasy. C'est un vrai sujet de discorde. Si, par exemple, nous, chez The Playoff, on venait à sortir un article sur une blessure. Un article. Ouais, ou même avoir quelqu'un qui fasse des articles conseils fantasy. Mais tu conseilles quoi si t'as pas les blessés? Eh ben, je te garantis que, forcément, ça tend les relations. Hein. Il y a une vraie omerta autour des injury. C'est pour ça que j'ai contacté Madrid, parce que quand j'ai vu que, je sais plus, c'était en semaine 2, Pierre-Yves Maillot, il est marqué blessé sur le site de l'ELF, et la semaine d'après, Madrid, eux, l'annoncent dans un post, dans les roster moves. Je les contacte, je leur dis, mais au final, vous annoncez juste en retard ou c'est plus grave? Ils disent non, c'est fin de saison. Et donc, tu vois, on parle du rookie défensif de l'année et t'as pas plus d'infos sur comme quoi le mec a fin de saison. Alors que c'est un très bon défenseur qui aurait pu être important dans la défense de Madrid. Ouais, donc c'est... Benoît, est-ce que tu peux me donner ta pensée complète, parce que là j'ai pas le. T'as dit t'as un sujet de Discord. Ah d'accord, très bien. Ok, très bien. Alors je croyais qu'il disait, je croyais que c'était dans le sens où on est sur Twitch, donc faut pas parler des blessures. T'es en train d'affecter les gens du chat à faire des blagues comme de ton niveau là. Désolé Benoît, j'avais oublié. Non mais vous m'avez ôté les mots de la bouche, mais oui, concrètement, cette histoire de injury report est très important, parce que d'une, ça fait pas professionnel. En fait, rien que pour nous, toi, Flav, tu veux faire une preview du match. Enfin, je sais que c'est pas toi qui fais les previews du match, mais mettons que Kevin fasse les previews du match, il n'a pas toutes les infos. Moi, je fais les previews du match, j'ai pas toutes les infos. Si Julien, il a envie de faire une... il n'a pas toutes les infos. Donc déjà, on peut pas faire notre travail correctement. Première chose, donc ça, rien que pour les médias, ça sera quand même important. C'est ça. Il va falloir progresser sur les médias. Maintenant, le LF, avec les investisseurs qui rentrent, c'est là. Maintenant, j'attends vraiment qu'il y ait une progression couverture médiatique qui s'améliore. Et ensuite, deuxièmement, en effet, comme vous l'avez dit, pour la fantasy, c'est quand même important de savoir qui joue pas. Et donc, plein de gens se sont plaints le week-end dernier d'apprendre le jour même, et ça, c'est ce que j'ai essayé de dire tout à l'heure, que Tolia ne jouait pas. Oui, le jour même, c'est vrai. Les gens ont appris le jour même. Ah, Tolia ne joue pas. Ils avaient mis Tagovailoa dans leur fantasy. Voilà. Et là, tu l'as dans l'os. Donc, en fait, tu te retrouves face à un vrai sujet comme ça. Moi, je le dis dans les discussions que j'ai, je dis, mais les gars, qu'est-ce que vous allez vous embêter à jouer à de la fantasy ELF? C'est bien. S'il y a bien une ligue où il ne faut pas faire ça pour l'instant, c'est la ligue ELF. Ça sert à rien de faire de la fantasy, parce que d'une, les stats peuvent changer d'une journée à l'autre, et de deux, on n'a pas d'injury report. Donc, comment vous faites pour deviner qui va jouer? Parce que nous-mêmes, on ne le sait pas. On le découvre chaque semaine qui va jouer. Effectivement.
C'est sûr. Bon, les amis, on va finir sur la note positive de Grislam qui dit soyons optimistes. Et si Grislam est optimiste, ça veut dire que tout le monde peut l'être. Les nouveaux investisseurs vont amener du sérieux et du professionnel dans les médias. Effectivement, il y a un investisseur notamment qui est le PDG peut-être de Sky Sport ou quelque chose comme ça. Le PDG de Fubo TV. Oui, voilà. Enfin bon, bref, des gens rodés aux médias, donc de toute façon. Aux plateformes de streaming, toi, des voilà. gens qui sont là, vraiment, on est sur des investisseurs qui sont vraiment justement ancrés dans des domaines sportifs, médiatiques et tout. Donc, mais bon, enfin, c'est pas comme si il y en avait déjà, que tu vois, il y avait la JFL qui existait avant le LF. Donc, c'est pas comme si tu pouvais pas faire ce qui existait déjà un peu avant, quand même. Alors, j'allais refermer le live, mais Nico nous pose une dernière question. Et comme on est, vous savez comment on est, nous, ici, dans le live de Mousquetaires, c'est que déjà, on est sympa avec le chat, parce qu'ils sont toujours sympas avec nous, mais en plus, on a une autre marque de fabrique. C'est qu'on part pour 1 heure d'émission, mais qu'on finit jamais avant 1h30. Alors, oui, c'est comme ça. Mais, très bonne question, excellente question. Excellente question. Mais oui, mais c'est ça le problème. J'ai même des conseils là-dessus. On dirait, oui, voilà, on dirait Jelon. Excellente question. Ouais. Alors, moi, guys, excellent question. So, you have 10 minutes to listen to me. c'est ça. Bref, voilà, je vais pas m'en sortir avec mes questions. Alors, je lis la question pour ceux qui n'ont pas le chat. Moi, Nico qui nous dit donc, je m'interroge vraiment sur notre potentiel en termes de nombre de spectateurs. Est-ce que vous pensez qu'avec un stade mieux situé, autrement dit pas Bondoufle, une communication au top, on pourrait espérer atteindre combien de spectateurs au stade pour les Mousquetaires? Ouais, très honnêtement. On va partir sur un match intéressant, genre le Surge. Moi, je répondrai après. Surge Vienne, un truc comme ça, quoi. Déjà, espérer avoir une influence comme celle de Rheinfire chez elle, c'est mort. Je rappelle que le contexte du truc, à Duisbourg, il n'y a rien à faire. Rien. Donc, tout au long de l'année, de la saison de soccer, ils supportent leur équipe de Duisbourg, le MSV Duisbourg, ils supportent Bochum, ils supportent en 12e division en 3e division, mais ils supportent Dortmund, ils supportent Düsseldorf, ils supportent Cologne. Tous ces gens-là, le reste de l'année, n'ont absolument rien à faire. Donc, quand la saison de soccer est terminée, boum, ils basculent sur le foot américain. J'allais dire, du coup, Bondoufle, c'est pas mal, nous non plus, il n'y a rien à faire. C'est pas la même chose. Et c'est encore une fois, le Rheinfire est une équipe implantée depuis 30 ans. Donc, comparer les deux, c'est pas possible. Donc, espérer avoir 10, 15, 20 000 personnes au stade, on oublie déjà. Première chose à faire. Faut oublier. Deuxième chose. Bondoufle, c'est pas idéal. Parce que Bondoufle, ça fait faire du chemin aux Parisiens. Et les Parisiens, encore on le sait très bien, ils n'aiment pas faire plus de 10 km hors dehors de la Paris. Terre des Lions. Ouais, exactement, la Terre des Lions. Parce qu'une fois que tu franchis ça, oh là là, c'est beaucoup trop loin. Hein, on a peur. C'est qui? C'est Campagnard. C'est un peu la mentalité des Parisiens. C'est les hyènes. C'est ça. C'est le cimetière des éléphants. Ouais, c'est ça. Voilà, les Parisiens, c'est les petits, faut les chouchouter, les Parisiens. Ils ne sont pas contents parce qu'en effet, à Paris, il y a énormément de choses à faire. Hein, autre que d'aller regarder un match de foot américain. Donc ça aussi, c'est quelque chose à prendre en compte. Donc c'est pour ça qu'il est, comme le disait John, alors, avec nous. Je te coupe juste une seconde, mon Wake, et après tu reprends ton explication. Mais la dernière fois, j'ai vu quelque chose de très intéressant. Il y a un jeu concours en ce moment, je crois que c'est avec le département de l'Essonne, pour gagner des places pour le match des Mousquetaires dimanche contre Francfort. Et sur Facebook, il y avait un commentaire de quelqu'un qui disait, et je pense en toute bonne foi, qui identifiait un de ses amis et qui disait, ah bah tiens, tu as vu, il y a du foot américain à côté de chez nous. Et tu vois, on en est on va être en week 6 la semaine prochaine. Il y a des gens qui découvrent qu'il y a déjà eu 2 matchs qui se sont déroulés à peut-être 5 km de chez eux. Oui, il y a ça aussi. Il y a une communication qui, après, on a eu le pourquoi du comment en explication, en interview avec John McKeon. Une communication qui a pas été la meilleure, entre guillemets, pendant cette intersaison. On va pas se mentir. Après, il y a eu pas mal de chamboulements en interne, donc ceci explique cela. Mais voilà, il faut communiquer à Paris pour que ça intéresse. Il faut proposer une expérience intéressante. Il faut pas que ça soit trop cher et trop loin de Paris. Et il faut que l'équipe, elle gagne. Donc ça, tous ces éléments doivent être pris en compte. Donc tu prends un stade comme Jean-Bouin, le problème c'est que Jean-Bouin c'est cher. Tu prends un stade comme Bauer, le problème c'est que Bauer c'est cher. Mais est-ce que les gens vont aller dans le 93? Parce que le 93, ils auront toujours des excuses. Donc le truc c'est qu'il faut laisser, pour l'instant c'est inimaginable de faire plus de
5000 personnes dans un stade pour aller voir les Beatles. Et alors, C'est on inoubliable. précise que 5000 personnes déjà. 5000, oui, parce que Nico, il finit par poser sa question parce Ouais. qu'il s'énerve. Hein. Tu es bavard. Les Ouais. chiffres. Combien t'as dit. 5000. Déjà, 5000 personnes qui payent leur billet, tous, 5000 personnes payantes qui viennent voir le match, on est déjà sur une très bonne influence, je pense. Pour l'instant, je pense qu'on est sur le sommet de ce qu'on peut atteindre. Non, c'est ça, on peut pas faire mieux, encore une fois, dans une franchise qui a 5 ans, dans un sport qui en France est encore très, très confidentiel. 3 ans, hein, la franchise. 3 ans, le sport qui est très confidentiel. Tu es à Paris, tu as mille et une choses à faire. Et les Parisiens, encore une fois, ont du mal à se déplacer. Et il faut vouloir venir se déplacer à Paris aussi. Il faut encore aimer cette ville. Tu vois, chose que je n'aime pas. Donc, tu vois, il y a pas mal de contraintes pour faire 5000 personnes à Paris. Ce serait incroyable. Donc, on oublie les 5000 personnes à Bondoufle. Si on en fait 3000, ça serait déjà pas mal. Il y a Grislam qui dit: j'aimerais bien que Sébastien Stolz nous dise son plan. Alors, il n'y a rien qui nous dit qu'il ne sera pas invité en cours de saison dans l'émission. Pour l'instant, son seul plan, c'est de discuter avec Wake sur le bord du terrain. Donc, bon, c'est un peu compliqué, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Donc, si vous voulez des confidences de Sébastien Stolz, vous demandez à Wake, hein, puisque c'est le seul à qui il parle. Donc, voilà. C'est l'homme qui murmurait aux oreilles de Sébastien. On va l'appeler. Voilà. Alors, pour répondre moi à la question aussi de Nico, moi je vais dire 5050. Non, je vais être plus bas sur cette saison, qui est quand même justement déjà un challenge après la off-season que tu as eu. Pour moi, c'est d'avoir au moins 3000 spectateurs à chaque match. Or là, le premier a avoisiné les 3000, le deuxième était plus aux alentours des 1500. Est-ce que justement, avec la période un peu vacances et tout, puis beau temps, tu vas bénéficier justement de ce combo-là qui va permettre de dépasser plus souvent les 3000 sur tes prochains matchs, d'avoir peut-être aussi en plus ton match bonus de play-off à domicile. Je pense que là aussi, le match de Francfort peut être un vrai pivot justement sur l'affluence. Là, j'attends justement un pivot sur l'affluence. Avec une victoire là, tu passes à 3-2, potentiellement, même si les matchs sont jamais joués d'avance, ta colonne Mercenaries derrière, tu peux arriver le 13 juillet contre Vienne dans un gros match à 5-2. Et là, ça te change complètement l'affluence parce que tu es un match le 14 juillet, tu vas avoir des événements qui vont être autour, on n'a pas le droit d'en parler, mais on sait qu'il y en aura. Vous savez très bien que l'année dernière, il y avait le jersey 14 juillet qui revient cette année, il y a même le 4e uniforme et tout, donc il y a quand même justement l'équipe qui fait très bien sa com et tout pour après cette précision, moi je disais bien 3. Moi je pense que si on arrive à faire 3000, 3500 à Bondoufle, ce serait exceptionnel. Mais même, moi ce que je disais 5000, ce serait 5000 dans un stade parisien, tu vois. 5000. Ah oui, si ça aurait été Bauer, ça aurait été vachement bien de même à Bauer de faire 5000. Là, bon, on va dire, faut pas non plus oublier de d'où est partie l'équipe avec la off-season un peu complexe. Et c'est déjà pas mal si tu fais plus du 3000 et plus à Bondoufle, quoi. Mais comme disait Flav, t'as un peu. Là, l'enjeu géographique, tu es relocalisé un peu au sud de Paris. Tu peux avoir des gens qui habitent à proximité qui ne sont pas au courant. Là, il y a une communication qui se met en place avec l'Essonne, c'est pas mal. Il faut justement que là où tu es installé, les acteurs du coin communiquent. Et je pense que justement, il y a peut-être besoin de plus de présence physique. Je voyais, moi, des franchises comme Berlin l'année dernière. Toi, la Ligue a un partenariat avec KFC. Et dans les KFC en Allemagne, ils mettaient des pubs pour les matchs ELF. Toi, entre chaque week-end, ils les affichent. Ils t'offraient un billet dans le sandwich. Ça serait peut-être pas mal d'opération à faire, à croquer votre burger, on vous offre votre place à Bondoufle. Non, mais voilà, je pense qu'il y a une présence physique qui serait pas mal parce que c'est une compétition de se vendre en ligne sur un sport de niche. Justement, le 93, tu vois, est un département, c'est le département du football américain en France, la région, pardon. Donc c'est un endroit justement où il pourrait peut-être être un peu plus implémenté physiquement. Tu vois, Paris, on parle de Paris, faites de la pub, je sais pas, dans les aéroports, tu vois, les mecs qui sont loin dans le coin, ils viennent voir un match football américain, dans le métro, et puis justement, et puis le but aussi, c'est peut-être dire aux gens, même si vous habitez loin, et que vous êtes sur un détour sur Paris, venez. Pareil, là, tu vois, les franchises moi, j'ai envie de lancer une opération. Leur com, quoi. J'ai envie de lancer une opération si les chefs de la communication des Mousquetaires nous écoutent. Mange un sandwich avec Wake et repart avec une place. Ouais, défi Wake. sur un défi Melt, tu vois. Mais c'est vrai que, tu vois, les Nick comme LF, c'est construit un peu en ligne et tout, sport de niche et tout. Tu fais comprendre à tout le monde qu'il va y avoir du football semi-pro qui va se développer au fil des années. Maintenant, il faudrait peut-être justement commencer avec en plus, tu vois, le flag au JO, on en parlait tout à l'heure, mais
rentrer dans la période où t'es plus présent physiquement, t'es sur des panneaux publicitaires, t'es dans le métro, t'es dans les aéroports, t'es dans les fast-food, t'es sur tous les événements de ton sport, justement. Même les joueurs font une grande partie de la communication. Il y a des trucs qui sont bien, hein. Je critique là, mais enfin, c'est une critique positive. Je veux justement que tout ça s'améliore. Parce que quand t'as des mecs comme Stanley et tout, c'est qui font des camps et tout, un peu en off-season et tout, ça participe aussi beaucoup justement à médiatiser un peu le LF quand on le joue pas. Donc il y a encore beaucoup de choses à faire pour progresser, faire que même si tu es dans un stade plus petit que les premières saisons, que ça n'empêche pas de vendre des tickets. Et à mon avis, il n'y a aucun doute, Paris, d'ici un an ou deux, si le job est fait, on peut viser les 5000 spectateurs par match, quoi. Très bien. C'est sur cette note positive que nous allons refermer cette émission. On se retrouvera la semaine prochaine pour le LF en live à 21h30 le lundi pour débriefer la rencontre entre les Mousquetaires et Francfort. Si vous n'avez pas encore vos billets pour le 22, c'est à 16h30 au stade Robert Bobin de Bondoufle. N'hésitez pas à prendre vos places. Vous trouverez le lien facilement sur les réseaux sociaux des Mousquetaires. Pour le reste de toute l'actualité foot US sur The Playoff, ce sera donc demain, mercredi matin, donc c'est mercredi pour ceux qui sont en live et demain pour ceux qui sont en podcast, le podcast D1 qui revient sur les demi-finales de la D1, et ensuite il y aura un podcast NFL, ce sera jeudi matin, où on parlera de la concurrence entre quarterbacks dans certaines équipes, notamment chez les Saints, chez les Colts, bref, chez tous ceux qui sont en recherche de quarterback numéro 1. Voilà, ça c'est pour le programme de tout ce qui se fera en foot US cette semaine sur The Playoff. Merci mon Wake, merci Jus d'avoir été avec moi, merci à tous dans le chat d'avoir animé cette soirée, et on se retrouve la semaine prochaine pour parler des Mousquetaires. Salut tout le monde. Bye bye. Salut à tous.